Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chit Chat, le podcast dans lequel je suranalyse tes téléréalités préférées. Et aujourd'hui, on célèbre la saison 5 de Chit Chat puisqu'on démarre avec le tout premier épisode de cette nouvelle saison. Ce sera Chit Chat Lanta et on se retrouvera comme d'habitude chaque lundi pour débriefer le dernier épisode de koh 2026, aka koh les reliques du destin. Donc encore une saison très prometteuse. C'est la toute première fois dans Chit Chat qu'on va débriefer koh. Donc on va être encore une fois dans une démarche de suranalyse. On va être dans une démarche d'invention de mots aussi apparemment. On va comme d'habitude être aussi dans une démarche complotiste. On va stalker tout ce que fait la prod. On va imaginer toutes les meilleures théories parce que vous connaissez mon cerveau malade. Je suis toujours persuadée que rien n'est vrai, que tout est influencé par la prod dans chaque fucking émission produite par les différents groupes TF1, M6 et tutti quanti, et ça ne va pas changer. Et j'ai déjà des points de vue là-dessus pour ce tout premier épisode de koh. Je vais vous en parler aujourd'hui, je vais pas me gêner. Donc bien sûr, on va se régaler. Au niveau du fonctionnement, comme d'hab, on va faire pour chaque épisode des chroniques thématiques dans lesquelles je vais suranalyser un sujet. Au menu d'aujourd'hui, on va évidemment démarrer par une analyse globale de cette nouvelle saison. Donc, à la fois, je dirais, eh bien, l'ADN de cette nouvelle saison, voilà, le côté relique du destin. Donc, je trouve ça très intéressant à creuser, puisque quelque chose que j'apprécie beaucoup sur le format koh, c'est que c'est vraiment une émission très travaillée en termes d'univers onirique. Moi, ça me régale. Vous savez que je suis très, très dans oui, dans l'observation de l'univers visuel, enfin de l'identité visuelle plutôt, mais même aussi, de l'univers un peu sémantique, d'une émission. Et je trouve que vraiment koh est clairement au-dessus des téléréalités, mais de très, très loin. Secret Story, parfois, il y a une vraie proposition aussi, notamment un gros travail, je pense au côté auteur et autrice. Mais koh vraiment, c'est une émission qui a un énorme univers. On est vraiment plongé, ouais, je dirais comme si on était dans un roman d'aventure. Aujourd'hui, je vous explique, j'ai plus de voix et les mots sortent avec des syllabes aléatoires. Bon courage pour l'écoute. Soyez indulgents et indulgentes parce qu'apparemment ça va être compliqué. Bref, donc voilà, c'est ça qui me plaît énormément, c'est le côté, roman d'aventure mais réinterprété sur un format télé-réalité en équipe avec de la compétition, des stratégies, évidemment de la sociologie aussi. Donc on va se régaler parce que c'est tout ce qu'on aime, dans Chit Chat. Et donc voilà, on va analyser ensemble, eh bien, cette toute nouvelle saison. Je vais vous dire un peu ce que je pense de la mécanique phare, donc de l'antre du destin, donc la mécanique, eh bien, des, 8 slash en réalité 9 poteries, qui, sont disponibles au conseil et qui peuvent inverser, eh bien, tout un conseil, tout un vote, donc très intéressant à creuser. Ensuite, évidemment, vous connaissez la maison, comme pour chaque émission qu'on débriefe ici, je vais vous donner mon avis sans filtre sur le casting de cette saison. J'ai déjà des gens qui m'agacent un peu. Je vous en avais parlé en story puisque mardi dernier, pendant la diffusion du premier épisode, j'avais mis une petite boîte à react en story. Clairement, il y a, une personnalité et que l'on a déjà beaucoup vu en interview pour un petit peu être bitchy, et c'est clairement pour ça que cette personne a été castée, donc je vais vous en parler. On va évidemment creuser aussi les autres personnages phares. Il y a, aussi, des premiers ressentis que je peux avoir sur les dynamiques hommes-femmes évidemment, hein. Je sais qu'on avait hésité, quand je vous avais un peu demandé quelle était, la prochaine émission que vous voudriez que je commente vraiment à temps plein chaque semaine. Un temps plein, on se remballe pas, ce n'est pas un CDI, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, je vous ai fait récemment des hors-séries sur Marié au premier regard, la semaine dernière, Les Tricheurs il y a 2 semaines et L'île de la tentation il y a 3 semaines. Tous les épisodes sont toujours dispo si vous en voulez toujours plus. Donc là, j'ai analysé vraiment le concept, plusieurs, épisodes d'un coup, plusieurs semaines, d'un coup. Là, sur koh on est vraiment sur, une quête principale, hein. Ce sera notre quête principale. On s'en parlera vraiment chaque semaine et on débunkera et on analysera épisode par épisode. Je sais pas pourquoi je suis partie directement sur le mot débunker. Donc vraiment, encore une fois, on est sur le complotisme, tout va bien. Mais bref, donc ça sera ça, et je vous avais dit, hein, d'ailleurs, que je vous ferai peut-être quelques quêtes secondaires
où je vous ferai, des analyses hors série comme j'ai pu le faire là en intersaison entre la Starac et koh puisque ça a l'air de vous avoir plu. Donc on en discutera, peut-être que je ferai, une update, des derniers épisodes de l'Île de la Tentation, peut-être qu'on se reparlera de Mario au premier regard. J'ai vu que The Power se lançait, comme je suis toujours à fond dans Preacher. En fait, depuis le hors série que je vous ai proposé, j'ai continué à regarder à fond les ballons, j'adore cette émission. Donc je trouve ça très intéressant qu'il y ait une diffusion de The Power en parallèle, donc on va pouvoir faire le comparatif. Et puis avec koh au milieu qui est une vraie proposition de jeu encore plus aboutie, ça peut être intéressant aussi à mettre en perspective. Bref, on va aussi essayer d'être un petit peu focus parce que là, c'est le sommaire le plus long de l'histoire de France. Donc, on se parle du casting et pour terminer, évidemment, et ça, on se fera ça chaque semaine, je vous fais mon react aux épreuves, de la semaine. Donc à chaque fois, l'épreuve de confort puis d'immunité et évidemment, on se parlera à chaque fois aussi du conseil, de l'antre, du destin, et puis finalement de l'élimination et cette, semaine, on a eu un énorme plot twist puisque, en fait, la mécanique de la saison a directement influencé, et bien, la première élimination, et finalement la personne qui est partie n'est pas celle qui devait partir à l'issue du vote des candidats et bah, à la fois c'est très mécanisé, donc il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je suis une folle de mécanique. Vous savez que c'est quelque chose que je voilà, que je commande et que j'analyse dans le podcast, je dirais au même niveau que ce qui se passe vraiment dans l'émission. C'est un peu la patte, Chicha parce que tout simplement ça m'intéresse et vraiment, bah, moi j'adore que les mécaniques, en fait mettent un peu, sèment un peu la zizanie finalement dans l'émission parce que je trouve que ça rajoute, un vrai effet et que ça crée un vrai suspense et que c'est aussi très prometteur pour les prochains épisodes. Donc comme je vous ai fait un sommaire, format gruyère, on s'est un peu perdu, dans les petits trous, je remets tout en perspective. On démarre avec, un débrief global de l'ADN de cette saison, donc à savoir koh les reliques du destin. Je vous donne mon opinion sur cette mécanique, sur cette saison, sur l'univers autour et cetera et ce que ça peut aussi nous promettre pour les prochains épisodes. Deuxième rubrique, on se parle du casting. Je vous donne mon opinion sur chaque candidate et candidat et je fais aussi un premier regard sur la constitution, des équipes et ce qui s'est, et bien tramé autour de cela et pour terminer, on se parlera évidemment, bah, vraiment du react au premier épisode, à savoir bien tout ce qui s'est passé pendant les 2 premières épreuves, confort, immunité, conseil, entre du destin. Je me suis répétée une deuxième fois, comme ça j'espère que c'est plus clair et plus carré et en tout cas, bienvenue dans Chit Chat Lanta. On démarre le premier épisode, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de commenter koh j'adore cette émission depuis que je suis petite, donc vraiment trop attachée à cette émission, trop hâte. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la première rubrique et on se parle, eh bien, de cette nouvelle saison, l'antre du destin, les reliques du destin. C'est parti! Juste une précision, hein, si c'est le premier épisode de Chit Chat que tu écoutes, pas de panique sous les tropiques, je vais pas être branchée sur, 200 volts pendant 1 heure et demie. C'est juste que j'avoue que koh c'était parmi les émissions, notamment avec Secret et avec la Starac, sur lesquelles j'avais le plus de hype au niveau commentaire et effectivement, bah, ce qui est certain, c'est que cette saison, je sens que ça va être une bonne saison. En tout cas, la première saison m'a régalée. J'avoue que moi, je suis plutôt une fan des saisons qui sont plutôt mécanisées ou donc qui se trament vraiment autour d'une mécanique, d'élimination, d'immunité. C'est plus ça qui me parle et j'avoue que je suis un peu moins cliente, des saisons qui sont plutôt des saisons, vous savez, qui sont, par exemple, sur, des dynamiques d'équipe en région. Vous savez, quand on avait eu nord-sud, est-ouest, avec un démarrage en 4 équipes qui n'était pas très épique d'ailleurs, où, vraiment je me perdais énormément. Alors néanmoins, virgule, on peut quand même se le dire, sur cette saison, ils sont 45, non mais vraiment par pitié, 20 personnes, c'est un peu, beaucoup. Je comprends bien qu'il y a de plus en plus de gens d'année en année qui rêvent de faire koh et d'ailleurs je trouve ça si touchant quand tu as des profils comme, Daniel qui disent que ça fait 8 ans en fait qu'ils ont envie de participer, qu'ils se sont préparés à faire le feu et tout et je me demande même d'ailleurs si parfois au cast, ils font pas exprès de les faire, un peu languir pendant plusieurs saisons parce que du coup quand ils arrivent sur koh vraiment ils giffent tout en termes, d'émotion, en termes, de personnalité aussi, de présence, de leadership et je pense que ça peut limite être une bonne stratégie pour les équipes de casting de les faire un petit peu, bouillonner les candidats les plus, voilà, férus de koh qui veulent absolument participer pour qu'ils soient à leur plein potentiel, quand ils sont enfin, sélectionnés. Mais donc c'est vrai que là, c'est un peu technique à 20.
Mais, heu, mais ce qui est certain, c'est que je craignais un petit peu de tomber pour ce premier react, Atlanta sur une saison plutôt avec, des débuts avec X équipes, les fameuses équipes violettes et cetera des 1 semaines. J'avoue que c'est moins ma tasse de thé, c'est moins ma came et moi j'adore les saisons comme ça où il y a une vraie mécanique et puis vous savez, moi donc je vous disais en intro que j'avais été, très fan de koh quand j'étais petite et je trouve que c'est intéressant de vous partager le contexte aussi. Et trop friande de savoir aussi votre rapport à koh. N'hésitez pas comme d'hab à partager en commentaire sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez mettre un commentaire global, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est hyper important. Je sais que je répète tout le temps, mais c'est parce que ça aide énormément à la visibilité de l'émission si vous mettez 5 étoiles et un petit mot. Donc bref, vous pouvez aussi sur Instagram, sinon c'est un peu là qu'on se retrouve, hors application où, bah, chacun est un peu sur son app, mais c'est un peu là-bas que toute la commu chit-chat se retrouve, notamment en story où je mets pas mal de petites boîtes à react. Bref, donc très, curieuse de connaître votre rapport à koh. Moi, j'aimais beaucoup koh quand j'étais petite. Je regardais vraiment, je pense quasiment toutes les saisons. Et j'ai regardé dès la deuxième saison. Je m'étais fait d'ailleurs la première saison où ce n'est pas Denis Brognard qui l'incarne, ce n'est pas Denis Brognard qui présente, l'émission au sens où ce n'est pas lui, l'animateur qu'on voit à l'écran. Par contre, il est vrai que c'était déjà, Denis Brognard qui était la voix off sur cette première saison et c'était une mécanique un petit peu différente parce que c'était une quotidienne, enfin pas une quotidienne pardon, mais un épisode du week-end, il y avait un épisode le samedi, un épisode le dimanche et j'avais retrouvé les premiers épisodes pour regarder un peu à quoi ça ressemblait. C'est intéressant parce qu'il y avait déjà une identité un peu, dans ce qu'on connaît de koh mais ça a quand même énormément évolué aussi et c'est à partir de la saison 2 que j'ai regardé parce que, il me semble, sauf erreur, que la gagnante ça a été Amel, je crois et Amel venait de la ville, où j'ai grandi donc c'est très marrant. C'est très, très marrant parce que du coup, bah, j'ai eu un attachement de fou à cette saison et en fait après ça, bah, tout chousse quoi, je dirais les années 2010 et après j'ai un peu décroché. En fait, c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc de programmation où koh à l'époque, donc c'était le vendredi soir, ça fait vraiment que quelques années que c'est le mardi soir et j'avoue que je pense que je préférais que ce soit le vendredi soir toujours parce que, ils nous refont, le syndrome, prime de la Starac où ça dure jusqu'à minuit du sbar, donc on n'en peut plus. Hem et en fait, c'est vrai que, il y avait ce côté où à l'époque les épisodes étaient quand même beaucoup plus courts parce que les mécaniques étaient un peu plus pures. On était vraiment sur des épreuves assez simples et ce qui faisait le sel, je dirais, des épisodes, c'était bah, globalement, juste les interactions humaines et les stratégies et les trahisons et que sais-je et en fait, c'est vrai que, bah, on regardait ça et vous savez vers 22h10 on avait le programme suivant, soit c'était les primes de Secret Story et bon, bah, si vous êtes, sur Chitchat depuis le premier épisode, vous savez que c'est le programme qui m'a fait lancer ce podcast puisque la première émission à laquelle j'ai react, c'est Secret Story 13 et je pense que c'est l'émission que je maîtrise le mieux. C'est très, très très, très utile en société d'avoir vraiment une bonne culture, générale sur Secret Story. C'est très valorisé comme chacun sait en termes de culture, populaire, bien sûr. Mais donc c'est vrai qu'il y avait ce côté où en plus tu regardais koh et après tu avais soit Secret, soit Greg le millionnaire, vraiment les je vous parle des grandes heures de TF1 là. Donc il y avait un côté un peu comme ça. J'ai complètement décroché. En plus, bah, il y a eu le drama, vers les années 2013, vous savez, où on va pas, voilà, revenir là-dessus, 107 ans, mais il y a eu un candidat, et bien, qui est décédé sur le tournage, vraiment le premier jour, quand il faisait la nage pour rejoindre le camp. Il y a eu en fait, je sais pas ce que j'ai peur de dire une dinguerie et de me faire striker. Parce que par contre, j'ai vu que les podcasts qui parlaient de koh j'en connais, certains et cetera. Apparemment, la prod était très, très, regardante, sur plein de choses, y compris sur, même les visuels des pochettes d'épisodes et cetera. Donc j'avoue que je vais être très vigilante, mais même ça aussi, je prendrai la grande liberté de bien le commenter aussi. Je trouve que c'est quand même un point particulier parce que jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème. De toute façon, l'audience du podcast fait que, j'en suis très fière et elle est en croissance constante, donc je suis très fière de ce que je fais, mais on va pas se mentir, voilà, je n'ai pas la visibilité, des, youtubeurs, qui react à tous les programmes de télé-réalité et qui ont une grosse visibilité et qui le méritent d'ailleurs parce que souvent les gens font des super reacts sur koh mais c'est vrai que je vais faire très attention à ce que je dis parce que je sens que la prod de koh est particulièrement, ouais, regardante, voire, voilà, très, très, très au taquet, quoi. Donc bref, il y a eu, ce qui s'est passé où le médecin n'a pas pu,
intervenir comme il le voulait et cetera et donc il a subi, du harcèlement en réalité pendant des mois et il a mis fin à ses jours donc le programme a été interrompu. On pensait pas qu'il allait revenir. Finalement, ça a été reprogrammé quelques années plus tard et de là, bah, on a les nouveaux, épisodes de koh et notamment il y a eu, je dirais un gros, pic de hype autour de koh au moment du confinement. Moi personnellement, c'est à ce moment-là que je suis revenue. Avant, j'étais très mal à l'aise, en fait, de regarder le programme, par rapport à ce qui s'était passé et j'avais du mal à ne pas le voir, en fait, quand j'étais téléspectatrice. Enfin, je trouve que au même titre, vous savez, qu'on dit qu'on a un pouvoir avec sa carte bleue, on a aussi un pouvoir avec sa télécommande et j'étais un peu mal à l'aise, bref. Mais finalement, je suis quand même revenue sur le confinement et j'ai beaucoup aimé, les saisons autour du confinement. Il y a eu à nouveau un drama, autour, d'une saison All Star où il y a eu de la triche avec notamment, les Claude, les Théoura et cetera. Et même ça, apparemment, il y a eu un traitement un peu bizarre où tout a été mis sur le jeu de Théoura, et globalement, certains sont ressortis, beaucoup plus blanchis que d'autres. Donc à nouveau, petite déception. Donc j'arrive avec ce baluchon où il est vrai que selon les saisons, il y a des saisons où je suis à fond, et il y a des saisons où je décroche. Je regarde toujours les premiers épisodes, mais selon les saisons, il est possible qu'au bout d'un moment, je décroche. Bon, bah, là, en l'occurrence, ça va être comme les émissions, précédentes qu'on a commentées ici, je vais rester très accrochée. Mais du coup, j'arrive avec ce regard-là. J'arrive avec cette attente de me dire: «J'ai besoin d'une mécanique forte». Je crois aussi que la saison dernière, il y avait eu un after, qui a été mis en place, enfin, c'est pas je crois, c'est le cas. Mais voilà, il y a eu un after une after qui avait été proposée et puis in fine qui a été, annulée pour cette nouvelle saison parce que l'audience n'était pas, satisfaisante pour la chaîne. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, en vrai, ça aurait été hyper intéressant pour moi parce que c'est pas si simple de faire un react aussi construit que d'habitude en ayant une émission qui finalement dure, quoi, un peu moins de 2 heures. Donc potentiellement l'after aurait pu me donner du grain à moudre en plus et en même temps, on aurait été encore sur un format qui se termine à 00:30 en pleine semaine, laissez-nous tranquilles. Je pense que c'est ça. Je pense que très sincèrement, il y a un monde où si l'émission était diffusée le vendredi soir, ça marcherait beaucoup mieux cette mécanique d'after. Après là, de toute façon, il y a Dals en même temps que je regarde, mais que je commenterai pas, sur Tiéchat parce qu'on on ressort un peu quand même du côté télé-réalité. Je veux dire, à part les magnétos avant les danses, il y a pas de télé-réalité et c'est pas du tout un niveau pertinent en danse. Non pas que je sois, Castafiore, pour le chant, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que chant, j'ai fait de la musique, j'ai pris des cours de chant, j'ai un peu plus les refs. La danse, pour le coup, c'est pas mon année de moderne jazz en CO1 qui va me guider, quoi. Mais du coup, c'est vrai que la case n'est pas disponible pour koh donc on reste sur une propale du mardi et donc on arrive, à cette nouvelle saison sur les reliques du dessin. Je trouve quand même qu'après des des dizaines et des dizaines de saisons, que la possibilité, la capacité de se réinventer sur une nouvelle mécanique à chaque saison est hyper impressionnante. Je pense qu'à un moment donné, en fait, ils se sont un peu tendus un piège qui est que, pour aussi maintenir l'audience, il y a eu aussi des années à double saison, et bien, en fait, ils ont fait un peu la surenchère des mécaniques et je pense qu'ils sont un petit peu emprisonnés là-dedans. Ça va être hyper compliqué de trouver comment réécrire de la nouveauté dans tout ça. Sur les reliques du destin, en fait, en réalité, les mécaniques sont, relativement, je dirais relativement, simple. On retrouve, donc cette idée qu'on a, donc au conseil, on a l'antre du destin qui est une petite arrière, «salle» entre guillemets, enfin, on ne se parle pas d'une salle, vous voyez ce que je veux dire? Un espace en arrière du conseil où on a, 8 poteries parmi lesquelles chaque éliminé devra aller piocher. Dans ces, 8 poteries, vous avez donc des poteries complètement vides, donc vous les cassez, vous n'avez rien dedans, ça veut dire que l'histoire s'arrête ici. Et puis il y a des poteries, soit qui vont contenir un mot ou un collier d'immunité. Si vous trouvez le collier d'immunité, il n'est pas pour vous, il est à donner à quelqu'un de votre choix dans l'équipe. C'est quand même très intéressant parce que si vous êtes typiquement dans une situation de guerre des clans au sein de votre équipe où vous êtes en minorité et où globalement vos alliés sont en grand danger sur les prochains conseils, ça peut réinverser la tendance et ça, c'est ce qui est extraordinairement bien trouvé parce qu'en fait, il y a rien de plus désagréable à regarder que les saisons de koh où on a un clan qui maîtrise tout, et qui fait que, bah, en fait, il y a plus trop de suspense et voir que c'est un peu agaçant. En fait, quand on regarde une émission de télé-réalité, c'est la même chose que dans un film.
On a besoin d'avoir des antagonistes, on a besoin d'avoir des ops, mais on a besoin que, eh bien, le gentil, souvent le gentil, c'est celui qui est en minorité, gagne à la fin. Et donc en fait, c'est vrai que les saisons où les clans avaient un peu tout pouvoir sur le camp, c'était particulièrement, naze à regarder, en fait, tu te fanes, tu arrêtes de regarder. Donc là, c'est extraordinaire parce que ça va vraiment se déclencher, je pense, au bon moment et remettre toujours une pièce dans la machine et du suspense. Surtout qu'on est sur une mécanique cette année qui intervient au moment du conseil. Donc on est vraiment sur la clôture de l'épisode et c'est aussi donc très smart parce que c'est une mécanique qui te donne envie de revenir la semaine prochaine. Ça te donne faim, donc c'est très bien trouvé. Donc on a, donc ces fameux colliers ou sinon dans les poteries, le dernier point, c'est que tu as un mot. Donc un mot, soit donc qui va te donner accès à 2 mécaniques qui, dans tous les cas, vont te permettre potentiellement de te sauver. Soit tu trouves le seul et unique mot qui te permet de rejoindre l'autre équipe. Pareil, tellement intéressant parce qu'il y a rien de mieux que des switches inter-équipes pour mettre le beans avant la réunification et créer des clans et des sous-clans et des faux clans et des contre-clans et c'est ça qui fait que, les épisodes post-réunification ont un sens parce que pareil, on est en saison 60 000, de Koh-Lanta, donc c'est un peu boring d'avoir juste l'affrontement rouge contre jaune. Là, la saison a été intelligemment écrite pour qu'à la réunification, il y ait une mécanique de retrouvailles et que les couleurs des équipes ne soient pas le seul déterminant pour, avancer sur les clans. Typiquement, au-delà même de ce fameux mot, qui te permettrait de te sauver en retournant dans l'autre équipe, il y a aussi, cette saison, le fait qu'ils ont passé 24 heures ensemble sans être tout de suite splittés en équipe et ça, c'est très smart aussi parce qu'il y a des premières relations, des premiers bons moments, des premières discussions, peut-être même des arrangements stratégiques qu'on n'a pas vus à l'écran et qu'on nous révélera plus tard, je ne sais pas, qui ont pu s'opérer. 24 heures dans koh fortiori les 24 premières heures, c'est très long et très déterminant pour la suite de l'aventure. Donc ça aussi, très smart de ne pas les avoir fait se couper en équipe. Ça, j'ai trouvé ça intelligent. Je pense qu'il y a un monde où ils vont le poursuivre sur les années suivantes. C'est pas la première fois, il me semble qu'ils le font, mais je trouve que c'est bien parce que pareil, ça rend les équipes un petit peu plus poreuses et c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, parce qu'il faut nous tenir en haleine, sachant qu'ils sont 20, que, en plus, encore une fois, ils sont 20 et il y a ce petit mot qui te permet de switcher d'équipe. Donc ça veut dire que potentiellement bon, il y aura pas 21 épisodes parce qu'en milieu de saison, juste avant la réunification, il y a la mécanique des ambassadeurs où tu as un représentant de chaque équipe qui fait une négo pour savoir qui va être éliminé et cetera avant en dehors d'un conseil. Donc il y a des épisodes où il y a plus de 1 éliminé. Je pense aussi qu'ils font tout simplement des mécaniques d'épisodes où il y a, 2 éliminés. On l'a déjà vu les années précédentes, tu as, un conseil qui se déroule, par exemple, après une épreuve, en plus du conseil, final de chaque, épisode. Donc je pense très sincèrement qu'à 20, l'émission ne va pas durer 20 semaines. Ça serait étonnant que la chaîne, signe pour un koh qui durerait 5 mois. Je n'y crois pas du tout, hein. Ça nous ferait un koh jusqu'en août, donc faut quand même pas déconner non plus. Mais donc c'est vrai que voilà, il y a quand même, toutes ces mécaniques qui s'entremêlent et qui vont créer aussi du suspense. Je trouve ça, très, très bien trouvé et puis il y a les fameux duels de riposte. Il y en a 2 et on en a consommé un hier, enfin hier, quand on a vu le premier épisode de koh puisque le premier épisode, hasard de dingue, s'est terminé sur le premier candidat, normalement éliminé, donc à savoir Lionel, qui a tiré la poterie, 4, donc parce que, c'était son chiffre clé, parce qu'il est très, j'adore aussi ce qu'il incarne, il est trop chou, Lionel. Vraiment, le papa, avec sa femme, ses 2 enfants et tout, donc c'est leur famille à 4, donc son chiffre clé. Et donc en fait, bien, il a tiré l'une des 2 poteries duel de riposte. C'est très marrant parce que dans la ADN, ça m'a fait penser au jeu, vidéo WoW, World of Warcraft où, vraiment, je l'ai prononcé à l'allemande là, c'était dégueulasse, mais enfin j'adore l'allemand, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et mais bref, ça m'a un peu fait penser à WoW, je sais pas si je suis la seule, mais le côté duel de riposte, même le visuel très sombre dans lequel ils montent les poteries et cetera, ça me rend très curieuse, je pense que ça était dans les inspirations et bref, hasard de dingue, le premier éliminé tire le duel de riposte. C'était une évidence que le premier éliminé, qui quelle que soit la personne, on va y arriver, c'était sûr que ça allait tomber sur un duel de riposte. Ma théorie complotiste,
Je précise que si la prod m'écoute, ce n'est qu'une théorie d'une meuf sur internet qui aime bien parler de télé-réalité et tout suranalyser. C'est que clairement, je pense, que, il, change les poteries à chaque fois. Je pense très sincèrement que, par exemple, hasard de dingue, le prochain épisode, on n'aura pas de poterie. Enfin, on aura une poterie vide qui sera tirée au sort parce qu'on ne veut pas se griller tout de suite trop, de cartouches côté prod et je pense que c'était assez probable que sur le premier épisode, on ait un des 2 duels de riposte qui soit tiré au sort parce que le but du premier épisode d'une saison de koh c'est aussi d'installer une mécanique, et que donc il fallait un peu installer cette mécanique, de l'antre du destin et qu'il fallait, sortir la deuxième meilleure cartouche. Je trouve que le truc le plus zinzin, c'est clairement le fait de pouvoir switcher d'équipe, donc de se sauver et d'aller dans l'autre équipe. Mais les duels de riposte, c'est intéressant aussi parce qu'il y a ce côté où ça crée une vulnérabilité pour tout le monde. Et c'est ça aussi que Denis a beaucoup argumenté, beaucoup vendu sur ce premier épisode, c'est de dire: «C'est une saison où, tu vas aller au conseil, mais tu es en danger, quand bien même, tu penses que tu es plutôt en odeur de sainteté vis-à-vis de tes camarades, sur le camp, que tu es bon en stratégie et que tu as un petit peu déterminé qui tu voulais, sortir. Il peut y avoir un retournement de situation et tu peux être en fait nommé pour te retrouver en duel». Et clairement, le fait de d'amener cette mécanique sur la fin du premier épisode, ça installe aussi ce qui va se passer sur cette saison et encore une fois, ça crée du croustillant, ça crée de l'intérêt pour les téléspectateuristes. Donc je pense que ce n'est pas un hasard de dingue et moi, ma théorie complotiste, c'est que clairement, les 8 poteries sont les mêmes poteries et qu'elles contiennent toutes, chaque semaine, un seul message. Alors, on va me dire: «Oui, mais c'est des poteries, ils peuvent pas les changer, elles sont fermées et cetera». Je pense juste qu'ils les refont, en fait, chaque semaine. Très sincèrement, je trouvais ça tellement prévisible que les duels de riposte tombent parce que, ça crée un intérêt. Mais je vous le dis tout de suite, je suis sûre que, par exemple, sur les 2 prochaines semaines, on va pas se griller tout de suite le deuxième duel de riposte et l'échange, enfin le switch vers l'autre équipe. Parce qu'en fait, si tu fais ça, si à la fin, de voilà, de la période de la première phase, de koh donc la phase pré-réunification, tu te retrouves avec toutes les poteries vides qui restent, c'est hyper inintéressant en termes d'objets télévisuels. Donc en fait, ils ne prendraient pas le risque de s tout laisser au hasard. Donc selon moi, les poteries, elles sont, choisies et voilà. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le fait qu'il y a une neuvième poterie secrète, donc et seule Clarisse le sait. Donc Clarisse Porrabas, c'est celle qui a gagné, la toute première épreuve, de «confort» entre guillemets, même si là, c'est pas vraiment une épreuve de confort, mais en tout cas qui a gagné la toute première épreuve qui était en individuel d'ailleurs, de l'émission. Donc vraiment, à l'arrivée sur l'île, en pleine nuit, bam, tu vas te mettre, voilà, tu vas t'accrocher là, faire de l'acrobatie, sur un tronçon et donc Clarisse l'emporte et donc elle gagne à la fois le rôle de première capitaine, d'équipe. Bon, bah, ça, c'est la mécanique qu'on retrouve chaque année de la victoire, de cette toute première épreuve qui généralement s'opère plutôt en individuel, te permet de gagner ce rôle de capitaine. En plus, je trouve que, bah, c'est plutôt fair, voilà, c'est aussi une victoire, sportive. Ce qui est souvent intéressant, c'est que les gens qui gagnent d'ailleurs et on l'a vu avec Clarisse, ne sont pas des profils qui ont grandement confiance en leur leadership. Donc ça crée aussi des premières tensions où les, leaders autodéterminés qui se pensent être, des vrais capitaines, à accorder au masculin bien sûr, bah, généralement sont un petit peu piqués dans leur ego, ce qu'on a encore vu là, de voir, que généralement c'est une petite meuf avec pas mal de sportivité qui l'emporte, et qui va prendre le lead, jusque dans la constitution, des équipes. Et donc Clarisse, ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois, ce qui va différencier des autres saisons, c'est qu'elle gagne aussi un deuxième avantage, mais il y a que elle qui le sait, puisqu'on donc Denis lui remet ce mot sur lequel il est écrit en fait que, voilà, qu'il y a une neuvième poterie, mais elle a pas le droit de le dire, elle le lit surtout pas à haute voix et cetera et donc c'est hyper intéressant parce que en plus, souvent, j'ai l'impression que les capitaines, d'équipe qui gagnent les premières épreuves, et bien, se retrouvent à être éliminés avant la réunification et je trouve que Clarisse, elle a un profil à chatouiller l'ego, des leaders autodéterminés, donc elle risque en effet
d'être en danger et elle sait elle-même qu'il y a une neuvième poterie. On lui donne la localisation de la poterie, et il est indiqué qu'elle pourra la sauver. Donc clairement, est-ce que ça va être un collier, qu'elle portera? Est-ce que du coup, elle choisira la personne à éliminer à sa place? Est-ce que ce sera un duel? Est-ce que ce sera une autre mécanique? C'est intéressant, n'hésitez pas à partager aussi vos pronostics. Je pense que la mécanique, elle est un petit peu plus compliquée que juste elle sort un collier d'immunité et elle choisit quelqu'un à sortir à sa place parce que vraiment sur le mot, c'est écrit: «Qui pourra vous sauver?» et l'idée, c'est aussi que les fins d'épisode soient un petit peu, encore une fois, croustillantes. Donc je pense que la mécanique sera plus complexe que ça et que, potentiellement, il y aura un affrontement, un changement, quelque chose, autour de ça. Ça, je trouve ça particulièrement bien fichu. Le fait qu'elle gagne ce deuxième avantage et je trouve qu'en plus, c'est un avantage, s encore plus puissant. J'ai envie de dire que déterminer les équipes, c'est déjà un avantage puissant parce que en réalité, bah, déjà, au moins, tu choisis ton équipe et au moins tu choisis, bah, en réalité, tes coéquipiers et coéquipières. Donc c'est une forme de sécurité parce que selon les critères qui font que, selon toi, on a une bonne équipe, bah, tu peux agir et tu ne subis pas, l'équipe dans laquelle tu es intégré et ça te donne potentiellement plus de clés pour la suite de l'aventure. Après, vraiment, encore une fois, comme je le disais, je pense que ça t'expose énormément d'être aussi capitaine, qu'encore une fois, ça frustre les égos des gens qui ont pas réussi à gagner l'épreuve, sur la sportivité, mais qui se pensent, leaders. On a eu plusieurs mecs, hein, dans cette saison qui, encore une fois, nous ont expliqué qu'ils étaient des leaders, naturels, et cetera. Après, j'aime mieux quand un mec dit leader naturel parce que c'est ça le leadership. Le leadership, c'est être inspirant et faire en sorte que les gens te suivent par l'inspiration que tu dégages. C'est autre chose que, les formats qu'on a déjà eus, de, heu, de leaders, surdirigistes qui se croient, trop forts, parce que juste ils donnent des ordres et qui se font tège généralement à l'épisode 3. Mais bon, en tout cas, on les remercie pour les premiers épisodes où ils nous ont suffisamment tendus pour nous faire regarder l'émission. Mais, je trouve que là, il y a quand même un avantage, vrai et réel et qui vient compenser le côté où quand tu es capitaine, tu es aussi, exposé. Moi, j'avoue qu'en tout cas, pour l'instant, je suis très conquise. Je trouve aussi que, le premier épisode et notamment la première partie du premier épisode où on les voit arriver de nuit, où exceptionnellement, ils arrivent sur le camp, pardon. J'allais dire sur le feu de camp, mais je suis en train de mixer avec l'île de la Tentation. Il y a une flamme aussi, mais c'est vraiment pas la même DA. Ce serait très intéressant d'avoir un crossover. Bon bref, tu mets un petit Tino là dans l'équipe rouge, d'en face, très compliqué. Bref, mais donc l'émission commence au conseil, donc déjà tu amènes de la nouveauté et puis, visuellement, je trouve que, l'épisode est très intéressant. J'ai vraiment eu l'impression que j'allais regarder un film. Je trouve honnêtement que c'était très qualitatif, très impressionnant. Il faut quand même reconnaître le travail, visuel qui est fait sur koh et voyez, c'est ce que je vous disais ou la semaine dernière quand je parlais de Marié au premier regard, où je vous disais que partant de vraiment, bah, je spoil, hein, si vous n'avez pas rattrapé l'épisode, j'en dis pas plus, mais juste, je trouvais l'univers visuel de l'émission vraiment catastrophique sur Marié au premier regard et que globalement, c'est l'observation que je me fais sur les programmes de télé-réalité du groupe M6 versus TF1, où je trouve que TF1, il y a un effort visuel, qui est notable et moi, c'est vraiment quelque chose qui, bah, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse, qui me fait aussi apprécier un programme, et très sincèrement, M6, tu as toujours l'impression qu'on est bloqué en 2016, et que, ils briefent leurs graphistes pour, leur demander volontairement de faire quelque chose de très rétro, à croire que c'est vraiment une volonté. Je pense qu'il y a un monde où c'est un effet recherché dans les téléréalités M6. Bon, The Power, un petit peu moins, mais les autres émissions, c'est très dommage parce que tu as des formats, très sympas comme The Cerveau et cetera et puis tu as vraiment des émissions à marier au premier regard, attaque de cringe, vraiment sur l'identité visuelle, c'est extrêmement gênant. On dirait que c'est fait, enfin que le brief, c'est fait, un univers visuel, comme si, tu avais, que, un Word quoi. Donc autant dire une catastrophe. Encore une fois, je dis plutôt brief parce que je pense que c'est pas, le travail des graphistes et cetera et toutes les personnes qui travaillent sur les identités visuelles qui est vraiment à fustiger. C'est plutôt, bah, le brief qu'ils reçoivent et en fait, ils font pas forcément ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est vrai qu'inversement, les téléréalités du groupe TF1 et Koh-Lanta a fortiori qui est vraiment, je trouve pour ça, la figure de proue vraiment de l'émission avec un gros univers et tout, c'est hyper abouti et là, ça m'a surprise d'à quel point le début de l'épisode, j'avais l'impression d'être au cinéma. J'ai trouvé ça
impressionnant. Alors je pense qu'il y a une partie qui est faite avec de l'IA, donc on peut, voilà, un petit peu nuancer, mais je trouve que quand même c'est très impressionnant, c'est très bien travaillé, c'est très immersif et tu es hooké. Alors tu t'es tapé 48 pubs, il est 20:30, 21:30 pardon quand ça commence, mais au moins tu as l'impression que tu démarres un film. Donc c'est hyper beau et encore une fois, tu as ce côté roman d'aventure que je kiffais quand j'étais petite et que je regardais, donc ça a commencé en 2001, mais moi je regardais à partir de 2002. Bah, tu regardes en 2026, donc 24 ans plus tard. What the fuck? 24 ans plus tard? J'ai fait un bug mental sur mon âge, mais tout va bien. Et en fait, ben, tu es toujours un ou une enfant en train de lire un roman, un roman, d'aventure, tu es dans les Robinson Crusoé, tu es porté et je trouve que mais sauf que c'est avec les moyens, techniques et visuels, de 2026 et je trouve que c'est hyper impressionnant, c'est hyper, louable, et moi qui défonce toujours, les prods et cetera et voilà, vous déjà, je viens de vous donner une première théorie complotiste. Faut quand même reconnaître le travail qui est fait sur koh. Je pense que c'est un programme qui coûte très cher, mais sincèrement, ça se voit à l'écran et ça donne aussi un côté premium au programme et je pense aussi que c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui veulent participer à l'émission et il y a quelque chose de très beau et de très louable dans koh dans ce côté où pour beaucoup de gens, c'est une émission où la participation, c'est le rêve d'une vie et ça, moi, je trouve que ça crée un vecteur émotionnel autour du casting qu'on ne retrouve dans aucune autre émission. Il y a, des émissions où tu sens que les gens sont là pour les followers. koh je pense que la moitié, ils ont un Insta privé, déjà la moitié, ils ont plutôt l'âge, de faire, de poster des gifs dégueulasses sur Facebook donc heu, on va pas se mentir. Donc c'est pas la propale et en fait, surtout, ben, c'est un accomplissement, tu vois? Je sais plus, il me semble que c'est Françoise qui disait, «C'est mon cadeau pour mes 50 ans, c'est mon rêve de participer à koh et certes, elle sort au premier épisode, mais elle aura vécu le truc, en fait, on s'en fout». Tu vois? La victoire, c'est déjà d'être sur la pirogue, et d'arriver sur l'île et de démarrer l'histoire et d'avoir été une des 20 personnalités de cette, saison et je trouve que c'est extraordinaire et ça crée quelque chose de très puissant et de très beau et les profils de candidats sont un peu, différents de ce qu'on retrouve dans les émissions. C'est un peu la même chose que sur Instarac. Néanmoins, virgule, je nuance toujours parce que vous savez que je vous en ai parlé dans plein en fait, je vous avais parlé de koh dans plein d'épisodes de Chit Chat quand on commentait d'autres émissions, qui avaient des images, beaucoup plus, sulfureuses et je vous disais que ça me tendait un petit peu parfois l'espèce de carte socialement acceptable, même d'un milieu bourgeois que pouvait avoir koh où, koh c'est une émission de télé-réalité pour moi comme une autre. C'est vraiment une émission de télé-réalité. C'est vraiment, il y a des mécaniques, il y a des stratégies, il y a des problématiques humaines, il y a des conflits, il y a des clans. C'est vraiment same shit que, des programmes à la Secret Story, à la Tricheur, là, comme c'est actuellement en diffusion. Simplement, koh parce qu'il y a le côté sportif, encore une fois, même dans les téléréalités style marseillais et cetera, il y avait aussi du sport, hein, mine de rien. Même dans les 50, il y a des épreuves sportives. Parce que c'est sportif, parce qu'il y a un côté, encore une fois, roman d'aventure, parce que c'est une émission qui était finalement parmi les premières téléréalités, parce que historiquement, c'est la deuxième téléréalité diffusée en France, on va dire, avec l'étiquette téléréalité, juste après, le Loft. Mais en fait, elle n'a jamais été étiquetée comme ça. C'est-à-dire que vous savez, même sur les reportages, moi je suis fan de ça, les reportages sur l'histoire de la télé-réalité, oui, la grande histoire de France, c'est de ça dont on se parle. Il y a Louis XIV et il y a Nico Saliagas, voilà. Et bien, il y a vraiment ce truc de dire le Loft, c'est la première émission de télé-réalité, c'est aussi l'image, visible d'un iceberg de conflits énormes entre TF1 et M6 où TF1 avait dit: «On fait pas de télé-réalité» et cetera. Bon, meanwhile, ils étaient en train de préparer la Starac, ils ont débauché Alexia Laroche-Joubert qui avait bossé sur le Loft d'ailleurs et Loft 1 et qui était partie ensuite sur la Starac et en réalité, pendant ce temps-là, à l'été, avait été diffusé koh et c'est l'adaptation française du programme US, Survivor et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on met toujours koh un petit peu en recul. Et depuis le début, historiquement et koh a vraiment cette image, et bien socialement et moi je sais, je vois que, je vous ai dit, pour faire les coulisses du podcast, mais que, moi il y a quelque chose presque de, comment dire? Bon politique, c'est excessif, mais il y a un petit co il y a un truc, j'ai du mal à le verbaliser, mais il y a un truc que je défends aussi avec ce podcast, c'est le côté où, on n'est pas débile parce qu'on regarde de la télé-réalité
et oui, c'est aussi un marqueur de classe et cetera. Moi, j'ai grandi dans la classe moyenne, donc bah, j'ai grandi avec la télé dans le salon, pas mal allumée. Effectivement, plus que les livres, même si, j'ai adoré lire, mais c'est plus quelque chose que j'ai creusé toute seule et en fait, bah, effectivement, j'ai été exposée à la télé-réalité très jeune, peut-être un peu trop jeune. Donc effectivement, ça reste un plaisir et j'allais dire plaisir coupable et je trouve que koh bizarrement, c'est la seule émission que tu regardes où tu as pas de plaisir coupable. C'est la seule émission que tu regardes où tu la cimes un peu plus à la machine à café et je sais que quand j'ai lancé Chit Chat, à l'époque, la première saison, je l'avais appelé Chit Chat Story. À l'époque, je pensais faire un podcast que sur Secret Story et j'avais un peu une vision parallèle qui était plutôt, bah, de commenter chaque saison, diffusée. Donc par exemple comme la saison 13. D'ailleurs la saison 14 arrive, évidemment qu'on la commentera ici et puis potentiellement, de faire un après du react plutôt aux anciennes saisons vu qu'elles sont quasi toutes, disponibles sur TF1+. Et c'est vrai que tu sens toujours parmi certaines personnes, une forme de mépris et vraiment, tu as pas le temps de moi, en plus, je suis très fière de mes projets. J'ai toujours un nouveau projet, j'ai toujours un contenu que je crée. Très fière de pitcher mon bordel, vraiment et à chaque fois, tu vraiment, tu dis: «Secret Story, ouh là là, pas du tout mon style» et cetera. Si j'avais commencé par koh faut voir comment la réception aurait été différente. Vraiment, très sincèrement. Et j'en avais beaucoup parlé en filigrane, mais là, j'ai très hâte de dire, bah, là, je vais faire la saison 5 de Chit Chat sur koh Lanta, «Ah bah là, je vais écouter». Et je suis sûre que je vais me prendre des trucs comme ça, mais ça me fume de rire parce que vraiment, pour moi, je le classifie pareil koh Lanta et ça c'est vraiment un truc qui me passionne et que j'ai hâte aussi de décortiquer là, ici, dans cette saison en parallèle. C'est le fait que cette émission a une perception, sociale, y compris des classes bourgeoises, qui est beaucoup plus, tolérée. Il y a une partie de ma famille, pour le coup, qui est plus bourgeoise et je vous assure qu'il y a aucun monde où tu fous, Secret Story, la Star Academy et cetera, dans la télé de cette famille-là. Par contre, koh il faut voir comme c'est OK. C'est comme Fais pas ci, fais pas ça. C'est une série France 2, elle était OK. Moi, j'adore Fais pas ci, fais pas ça, c'est une de mes séries préf, hein. Mais elle a la carte parce que la famille Le Pic et tatati et tatata. koh c'est la même chose. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais Fais pas ça et koh c'est dans le même bloc pour moi. Je sais pas si vous captez le truc et vraiment, c'est fou comme koh d'un coup, hyper toléré et des membres de cette famille qui vraiment auraient voulu faire koh bah, en fait, si demain ils intégraient le casting de koh ce serait hyper validé. Alors que c'est vraiment une télé-réalité. Peut-être les premières saisons, on était sur un jeu d'aventure et cetera. En 2026, on est sur une fucking télé-réalité. Hem et par exemple, la Star Academy, qui a une image, encore des anciennes saisons et cetera, qui était aussi très sympathique à regarder, n'aura pas la même carte, alors qu'on se parle de jeunes, qui, vraiment viennent là pour, défendre, vraiment leurs rêves, leurs projets, viennent faire carrière et cetera. Hem Il y a en plus un côté très TF1, donc c'est en mode, lycée privé, tu sais, dans un château, machin et cetera et c'est fou parce que, ça n'aura pas la même carte ou même, Secret Story, je vous avais fait un épisode pour vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est un programme qui était en train de se gentrifier, de s'embourgeoiser et cetera et pourquoi c'était potentiellement un problème. Enfin, ou pas potentiellement d'ailleurs. Mais bref, et d'ailleurs, je crois que c'est toujours sur Spotify, c'est l'épisode qui est toujours mis en avant, mais sinon vous pouvez le retrouver dans les épisodes, dans les anciens épisodes de Chit tout est toujours dispo de toute façon et en fait, c'est vraiment j'ai trop hâte aussi de voir ça et de d'analyser ça et d'analyser comment, épisode après épisode, on va se rendre compte que c'est une télé-réalité comme une autre, avec des trahisons, des gens qui font aussi parfois des fautes de français et franchement, il y en a pas plus dans koh ou pas moins que dans la Star Academy. Même dans Secret, nouvelle version, c'est plus du tout les mêmes profils de candidats, ça pareil, on avait discuté. Donc je trouve que voilà, effectivement, c'est pas la même propale que la villa. Faudrait être complètement à côté de ses pompes pour dire que c'est la même chose que, la villa ou que, les programmes, d'M6, j'ai plus les noms, et les 50 où là, c'est vraiment une, oui, effectivement, c'est de la télé-réalité, de flux, c'est là vraiment pour produire des épisodes tous les jours pour pas cher, avec des candidats qui sont des professionnels et qui savent très bien comment faire une séquence au prix, de leur image. Donc évidemment, il y a quand même encore aujourd'hui télé-réalité et télé-réalité. Pour autant, moi, dans ce podcast, je les traite pareil avec le même, plaisir d'analyse, même si, bah, voilà, il y a des choses qui me dérangent. Mais en fait,
Bah, justement, c'est intéressant d'avoir, que ce soit mon contenu ou il y a plein d'autres contenus super qui ont un recul sur la télé-réalité et cetera. Notamment, bah, moi, la proposition de Chit Chat, c'était aussi le côté féministe. Mais ce qui est drôle, c'est que pareil, on va toujours fustiger et à juste titre, plein de télé-réalités en disant que le traitement des femmes est problématique et cetera. Typiquement, je trouve que dans la dernière saison de Secret, il y avait bien d'autres problèmes, mais celui-là n'en était pas un. Je trouve que dans la Starac, c'est vraiment sur le reboot, c'est jamais un problème. J'ai jamais, en tant que femme, regardé le programme en étant dérangée de l'image de ah pardon, excusez-moi, j'avais oublié qu'ils foutaient toujours à nous quand on soutif sur le Prime. Donc en fait si. Non pardon, je me suis un peu emballée, on se parle quand même du groupe TF1, donc faut mettre des meufs à walper. Version 2026. Ça, si vous pouvez arrêter de mettre des je sais pas, ils s'en foutent, hein, mais bon bref, je le dis quand même. Faut arrêter de mettre des petites jeunes filles de 20 ans en soutif, s'il vous plaît. On n'est plus en 2002, c'est plus OK. Mais bon, il y a ça, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans koh par exemple, mon regard féministe, je sens qu'il va être tendu de ouf. Je sens qu'il y a plein de trucs qui vont grave me déranger et en même temps, c'est le miroir d'une société, tu vois? C'est pas la prod qui leur dit des dingueries, la prod, ils castent des profils de candidats qui sont là pour être, encore une fois, des bons persos de télé-réalité, pour dire des dingues, qui vont créer des clashs, qui vont créer des séquences. Ils font leur taf, en réalité, de casteurs et de casteuses, mais c'est ça qui va me fumer, c'est que je sens déjà des interactions qui vont arriver entre hommes et femmes qui vont être ultra problématiques et en fait, très sincèrement, heu, ben, c'est marrant comme on donne la carte à koh alors que sur ça, koh est une émission que je trouve arriérée par rapport à d'autres programmes. Il y a bien des programmes où c'est encore hyper problématique, mais je trouve qu'il y a aussi des émissions de télé-réalité qui ont, une image beaucoup plus négative, qui en réalité donnent quand même un regard sur les femmes et en plus j'enregistre ça, le jour de la journée enfin le jour de la journée lors de la journée internationale, des droits des femmes, par pitié pas la journée de la femme, donc rangez vos miroirs et vos roses, par pitié. Mais en fait, c'est ça qui me termine et j'ai fini aparté là-dessus. J'ai craché ma valda, j'avais besoin d'en parler dès le premier épisode. De toute façon, ça me titillait la narine, depuis que je sais que je vais commenter cette émission depuis des mois, d'en parler ici, de donner les coulées sur ça, d'expliquer aussi que même par rapport à Chicha, j'ai l'impression que, c'est un peu comme Love is Blind où, il y a des milieux où pour pitcher mon podcast, je vais vraiment jusqu'ici, je vais utiliser Love is Blind pour parler de mon émission, parce que sinon tu sens qu'il y a un mépris et en même temps, moi j'assume énormément et je suis en mode, bah, en fait, moi, j'adore, analyser ces programmes, donner mon regard dessus, en plus, moi, j'ai un peu ce côté où j'aime bien essayer de rester dans une forme de bienveillance et cetera, même s'il y a toujours des candidats qui me trigger et ça, c'est pareil, c'est une thématique que je vous ai un peu abordée aussi sur le dernier épisode par rapport à la Starac. Mais ça va me terminer de voir à quel point koh sera une émission de télé-réalité comme une autre avec des gens problématiques, sexistes, comme dans n'importe quel autre programme de télé-réalité. Vraiment, casting de télé-réalité comme un autre, mais juste avec la carte sportivité et jeux d'aventure. Voilà. Bref, ceci étant dit, justement, en se parlant de casting, on va enchaîner avec notre deuxième rubrique, histoire que je me calme un peu et on va se parler du casting de cette saison 2026. Je vous donne mon opinion sur les 20, Robinson, j'allais dire Robinson et Robinson, je ne sais pas comment, accorder ce bins, mais les 20 candidates et candidats qui ont, intégré koh cette année. Je vous donne un peu mon regard sur, bah, ce que va être leur aventure et aussi sur, la constitution des équipes. C'est parti. Alors, je précise en préambule que là, je vais forger mon opinion sur les 20 candidates et candidats, à l'aide de vraiment un montage d'1 h 50 d'épisodes de koh et avec un extrait de 30 secondes de leur portrait. Puisque du coup, ben, et c'est quand même un énorme travail d'ailleurs de post-prod, mais ils ont, dû caser, bah, les 20 portraits des 20, candidats et de l'émission et donc très sincèrement, bah, ils ont fait très court. À chaque fois, en grosso modo, ils montraient très rapidement situation professionnelle, situation familiale et un différenciateur. Donc soit c'est quelqu'un qui verbalise beaucoup sa personnalité, qui va se positionner en leader, qui va dire: «Je ne veux pas être un boulet» et cetera. Soit, si c'est pas pour se positionner en termes de personnalité dans le groupe tel que la personne l'anticipe, puisque les portraits sont très intelligemment filmés avant le tournage, de la saison, eh bien, ça va être sur, ce que représente leur participation à koh Lanta. Donc voilà, je précise qu'évidemment, c'est pas un jugement de valeur sur les personnes, que pour filer la métaphore, du roman d'aventure,
Moi, je suis plus là pour parler des personnages de télé-réalité. Vraiment, on n'a pas, accès à ces personnes-là en réel. On a, un montage, on a le regard d'une caméra, on a le regard d'une production de télé-réalité qui nous est apportée par rapport à ces individus. Évidemment, c'est pas un jugement de valeur. Je le dis, je le redis parce que c'est important, voilà, et puis c'est toujours quelque chose à garder en tête aussi. Je trouve quand on commente une émission, mais même pas forcément en ayant un podcast ou une chaîne YouTube ou quoi, mais même, en commentant sur les réseaux sociaux, se rappeler que ce sont des humains et pas des jouets dans une télé et qu'on peut, même pour les gens qui nous tendent le plus, essayer de garder un propos un peu nuancé, quoi, un peu respectueux. Alors, je me suis donc, je me plonge dans mes notes, j'ai pris vraiment, note sur de chaque portrait et pour certains, bah, qui ont été un petit peu plus mis en avant sur le premier épisode, il y a quelques personnalités qui sortent un petit peu du lot. Il y a des gens qu'on n'a pas du tout vus aussi, donc là forcément, mon observation sera beaucoup plus brève, mais voilà, je l'ai pris aussi par, je prends chaque personnage par ordre de passage de leur portrait dans la première émission de koh. Donc on démarre avec donc Nora. Nora, donc contrôleuse financière. Alors déjà, vent de panique sous les tropiques, vent de cringe sous les tropiques même. Ça, c'est vraiment quand, koh ils doivent essayer d'expliquer un métier qui est un métier, un peu, on va dire, nébuleux, un métier très lié au business et cetera, où ils savent pas comment expliquer, donc ils leur font juste dire des mots, en anglais en aléatoire. Donc vraiment, j'ai cringé devant mon écran quand ils lui font dire: «J'upload les forecasts». Ça ne veut rien dire, j'upload. Uploader, en plus, dans le podcast, tu vois, quand je vais sur mon hébergeur pour mettre en ligne mon prochain épisode, c'est j'upload un fichier audio. Donc j'upload les forecasts, ça veut juste dire que la meuf, elle est en train de téléverser, télécharger, mais au sens téléverser, un fichier, prévisionnel, sur une plateforme, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment pour dire, on lui fait dire des mots en anglais parce qu'elle est contrôleuse financière. Enfin, c'est vraiment en mode, ils font aucun effort. Vraiment, ils ne font aucun effort. Je me suis dit: «Si je devais participer à koh expliquer que je suis podcasteuse, je sais pas comment, ils me feraient, verbaliser ce beans». Et donc Nora, bah, clairement, elle se positionne slash elle est positionnée par le montage plutôt comme une personne, bah, qui va être un peu dans les dernières. Elle est parmi les dernières choisies pour, l'intégration des équipes. Dans son portrait, elle dit qu'elle ne veut pas être le boulet, et en fait, je me suis vraiment dit et d'ailleurs, elle le redit, sur le tournage, là, sur l'île. Elle dit: Je veux pas être le boulet», donc voilà, elle ment sur son âge en disant qu'elle a, 41 ans au lieu de 50 et cetera. Et en fait, je trouve ça hyper dommage. Déjà 2 choses, c'est qu'elle a complètement intériorisé le fait qu'il fallait être une femme plus jeune pour être plus acceptée dans un groupe et plus crédibilisée, notamment sur koh. Et en même temps, l'historique de koh ne nie pas, cette intuition qu'elle a, cette intuition malheureuse mais réelle qu'elle a. Donc déjà, je me suis dit: «C'est fou comme elle intériorise énormément, quoi». Elle intériorise le fait qu'elle est trop âgée, et que donc elle risque l'exclusion si elle a un 5, en premier chiffre de son âge. Et puis vraiment, elle s'auto-censure toute seule en mode: «Je suis un boulet». Et je suis un peu en mode, bah, en fait, c'est peut-être aussi pour ça que tu t'auto-flagelles et que tu te tires une balle dans le pied. Et d'ailleurs, c'est elle, il me semble, qui perd en premier sur la toute première épreuve là, l'épreuve des pas des poteaux, mais des tronçons de bois là, qui fera, voilà, que le gagnant ou la gagnante, bah, en l'occurrence Clarisse, pourra déterminer qui seront les capitaines. Et vraiment elle s'exclut toute seule, elle a un mindset où elle s'exclut toute seule. Et donc je pense très sincèrement qu'elle n'ira pas très loin parce qu'en fait, c'est très facile quand tu te verbalises comme ça, pour les autres d'utiliser ça contre toi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, typiquement, elle a dit être assez choquée, de ce qui s'est passé pour Clémence, ou Clémence, bah, on va en parler, tiens, juste après. Clémence, tout de suite, on lui dit qu'elle a un trop fort caractère et cetera, qu'elle a un ton de voix, trop dirigiste, qu'elle est un petit peu trop cash. Elle-même le dit dans son portrait, qu'elle doit être un petit peu vigilante sur son honnêteté. Et donc Nora dit, une fois qu'elle est intégrée donc avec Clémence dans l'équipe jaune, qu'elle trouve ça un peu choquant la façon dont elle a été traitée Clémence, que c'est un peu facile, qu'en gros on accepte que les qualités de Clémence mais pas ses défauts, ce que je trouve est une excellente analyse. Mais du coup, qu'elle ne peut rien dire parce qu'en gros, bah, elle comprend que ça va un petit peu la sauver, de d'avoir une Clémence qui certes est plus jeune et plus forte physiquement, donc selon la matrice de compréhension de Nora, donc prétendument plus forte. Je
dis pas que c'est ce que je pense, je dis que c'est l'interprétation de Nora. Donc Nora se dit: «C'est un peu ma chance que la meuf s'auto-exclue, par son caractère et c'est une opportunité pour moi d'aller un petit peu plus loin» et donc en fait, elle trouve, que, Clémence est maltraitée, mais elle va pas forcément le verbaliser parce qu'en fait, elle se dit: «Faut pas être bête non plus, déjà, faudrait pas se noyer avec Clémence et puis, ben, globalement, une autre meuf est dans la merde, donc ben, moi, ça me donne plus de chances d'avancer» et en fait, je trouve que c'est très révélateur de la compétition féminine qui peut parfois s'installer. C'est un sujet qu'on a déjà, creusé sur d'autres téléréalités et qui est qu'en fait, les meufs intériorisent, des dévalorisateurs, l'âge, la forme physique et cetera, et donc en fait, vont préférer ne pas défendre une autre femme alors même qu'elles voient de leurs propres yeux qu'il y a un problème et qu'il y a un traitement qui n'est pas tout à fait normal et qui est un peu excessif. Elles vont préférer, faire partie du groupe, faire partie de la voix majoritaire plutôt masculine, et ne pas défendre, une femme, pour se protéger, et pour en fait sortir leur propre épingle du jeu et je trouve que c'est intéressant et c'est aussi le discours et le regard d'une femme de 50 ans. Mais en fait, est-ce qu'on peut en vouloir à Nora? Encore une fois, elle est le fruit, bah, d'une socialisation où cette meuf, bah, du coup, ça a dû être tourné en 2025. Si elle a 50 ans au moment du tournage, donc elle est née en 1975. Clairement, ça veut dire qu'elle a fait son adolescence dans les a fin des années 80, début 90. Clairement, tu es une meuf, on te dit que plus tu es jeune, mieux c'est, plus tu es en forme physique et en plus le plus tôt de la minceur et cetera, mieux c'est. Que plus tu es douce, et pas trop, blablateuse, mieux c'est. Et donc en fait, ben, elle a intériorisé tous les critères de compétition féminine et cetera et donc ben, elle va pas défendre, Clémence et elle le verbalise à la caméra et je trouve que c'est quand même très intéressant à observer. Mais du coup, je pense que ça va jouer des tours à Nora parce que, bah, en fait, entre ça et le fait qu'elle se brande elle-même comme un boulet, compliqué. Et donc et puis en plus, mentir sur son âge, je trouve que c'est difficile parce qu'il faut tenir son mensonge quand même. C'est difficile de mentir de 9 ans de différence parce que, du coup, elle aura pas les bonnes refs. Enfin, très vite, ça va s'effondrer et si on va vite apprendre qu'elle a menti sur son âge, encore une fois, elle va se tirer une balle dans le pied. Donc je pense qu'elle ira pas très loin. Clémence, du coup, j'enchaîne directement avec elle, donc finalement je respecte pas l'ordre, mais comme on vient d'en parler. Donc c'est celle qui a un master en chimie du vin et elle a un autre, master, un peu dans le même, domaine. Elle vit en Irlande et donc elle sa son différenciateur, c'est qu'elle dit qu'elle fait très attention à sa spontanéité, à son honnêteté, qu'elle sait que ça peut lui jouer des tours. Donc, elle a 25 ans, elle est assez lucide sur ça, et clairement ce qui se passe sur les 24 premières heures où les équipes ne sont pas encore, effectuées, ne sont pas encore consolidées, en fait, ben, déjà, elle est un petit peu rejetée, mais elle le sait sans le savoir. Il y a déjà ce truc de Paul, l'autre capitaine d'équipe qui a été, nommé par, Clarisse, qui dit qu'il a pas trop envie d'être avec Clémence, que si jamais elle venait intégrer son équipe, bah, il ferait attention et d'ailleurs quand finalement, et bien Paul se retrouve à choisir Clémence parce qu'en réalité, il va préférer choisir Clémence, qui est plus jeune, plutôt que, parmi Françoise et Nora qui sont plus âgées, qui vont rester, qui vont être les dernières femmes, choisies. Donc on a encore ce truc du jeunisme. Encore une fois, c'est pour ça, peut-on vraiment en vouloir à Nora? Clairement, ils vont faire le choix de Clémence, à ce moment-là, donc bien que, Nora a une bonne intuition sur l'histoire de l'âge et cetera. Et donc il lui dit: «Mais par contre, voilà, je vais être un petit peu rigoureux sur le camp et cetera». Il la daronne un peu et en fait, c'est vrai que daronne au sens daronner et c'est vrai que en fait, Clémence, au début, tu dis: «C'est vrai qu'elle est un peu intense». Tu sens qu'elle a un ton un peu, sec, qu'elle a un humour un peu brut de décoffrage. Il y a un moment où elle fait un truc toute seule et je sais pas, quelqu'un lui dit: «On peut t'aider?» Elle dit: «Ça fait 7 heures que j'attends». Elle le dit sur le ton de l'humour, mais vous savez, c'est le genre de personnes qui font des blagues qui n'en sont pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer, de manière saine leurs besoins et que du coup, ils sont obligés de faire des blagues passives-agressives pour verbaliser. Et clairement, Clémence, elle est un petit peu dans un état hybride où elle est quand même consciente de son caractère, contrairement à plein de profils qu'on a connus dans koh qui étaient juste insup sans s'en rendre compte. Je dis pas qu'elle est insup, mais vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, il y a encore des choses qui lui échappent. En même temps, tu sens qu'elle a pas fini son travail sur elle et en même temps, elle a 25 ans, donc c'est tout à fait normal. Mais du coup, ben, elle dit elle-même qu'après elle a un petit peu piqué d'avoir été choisie parmi les derniers et cetera. Et que, elle pense que ces 24 les 1res 24 heures, je la cite: «Elle a mal agi».
et je trouve que c'est un peu intense, quoi. Et pour le coup, bah, Nora, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle dit, elle s'est pris quand même dans la tronche des trucs, un peu pas possibles et même sur la première baignade des jaunes, elle dit: «Bon, on va pas passer toute l'aventure à parler du fait de me canaliser et cetera, mais dites-moi si vous trouvez que je vais trop loin». Moi, je trouve que c'est déjà une grande preuve de maturité et à côté de ça, moi, je pense que Clémence, en vrai de vrai, elle va porter plein de choses, elle va être assez courageuse. Elle fait la première cabane, donc Daniel fait le feu, Homme fait le feu, et il le fait très bien, donc bravo à lui. Mais elle, elle fait la cabane. Effectivement, la cabane, elle est imparfaite, mais elle a le mérite d'être là et tu as un gars, je sais plus lequel, je me demande si c'est pas Lionel qui dit, ou Joanne, je sais plus, oui, feu 1, cabane 0. Pourquoi les mettre en compétition alors que ce sont des éléments complémentaires de la vie de camp? Et qu'est-ce que toi tu as fait pour construire la cabane? Rien, je crois. Pour dire ensuite: «Bon, 0,5 parce que ça nous servira demain, on aura appris et on fera mieux». Bah oui, en réalité, la première cabane, c'est toujours mieux qu'aucune cabane, même si elle est imparfaite et que, effectivement, elle est plutôt adaptée, pour les 7 nains que pour des humains, mais voilà, ma foi. Heu et en fait, heu et en fait, je pense que Clémence, elle va être un personnage surprenant et intéressant. On sent qu'il y a déjà une grosse tension, notamment avec Ulrich et on le comprend. Ah, je trouve ça génial, pardon, mais c'est vicieux, mais je trouve ça génial qu'ils soient dans la même équipe. Et on comprend d'ailleurs que, dans le prochain épisode, il va y avoir un premier clash où il va lui dire une dinguerie, j'ai l'impression. Il me semble qu'il va lui dire un truc genre: «Toi, t'as fait quoi toi?» Et elle va être en mode: «Mais pourquoi tu me parles comme ça?» Et je pense qu'en vrai, Clémence, c'est aussi un profil de femme. Certes, je dis pas qu'elle est parfaite et je vais pas la défendre, parce que je sais qu'on va me dire: «Tu dis ça parce que c'est une meuf» et cetera. Déjà oui, en vrai oui, mais parce que les meufs, sur Koh-Lanta, tu l'impression qu'elles ont jamais le pouvoir, c'est insupportable. Mais en vrai de vrai, c'est surtout que c'est une meuf qui sort un petit peu de l'image qu'on se fait d'une jeune femme de 25 ans, qu'on va un petit peu plus préférer, enfin, on va faire en français, mais on va un peu plus préférer des profils à la Clarisse, voire à la Lola. On n'entend quasiment pas de l'épisode, tu parles de Lola, plutôt qu'une Clémence. Sauf qu'en fait, la Clémence aussi, elle va un peu chatouiller les égos et notamment celui d'Ulrich. Et justement, si on base sur Ulrich, lui, tu sens que c'est vraiment, l'opposant originel, c'est vraiment l'ops de la saison. Il a vraiment été casté pour ça, donc il va nous tendre, il va nous foutre de l'urticaire, mais en réalité, c'est aussi ce genre de profil qui porte une saison. Il est hyper important dans, l'écriture vraiment de la saison, donc très bon casting. Mais en plus, ce qui est hilarant, moi, ce que j'adore, c'est le montage un petit peu corrosif des épisodes de koh mais ça me fume de rire. C'est-à-dire que dans son, portrait, on le voit dire: «Il y a pas de faible à koh moi j'aurais un physique hors norme, j'ai plus de 20 ans donc je me ferai pas avoir par, la manipulation». Tu sens que c'est un mec en fait qui c'est intéressant qu'il parle d'âge. Je pense il va être très trigger par une justement, le fait qu'il le verbalise jusque dans son portrait, il va être très trigger par une meuf de 25 ans, à la Clémence, ou par le fait que, l'autre camp est géré par enfin avec comme capitaine une meuf, comme Clarisse. Et puis surtout il dit: «Puis les épreuves, ça va glisser comme de l'eau». Cut, heu, 1 arrivée sur le camp, juste quand ils doivent nager avec leur sac à dos, il est là en mode: «C'est un supple et tout, c'est relou», et c'est hilarant comme ils ont vraiment mis son portrait à ce moment-là. Ils l'ont bien laissé en plus dire: «Ça glisse comme de l'eau» pour juste après montrer qu'il galère à nager. Et donc vraiment même les autres disent: «Bah, bon, il galère un peu à nager, c'est dommage», et ça me termine de rire et surtout ça va être un bon profil de télé-réalité parce que ça va être un excellent client en interview. Il a toujours une opinion et un brin de jalousie. Il a déjà un petit peu de seum contre Guillaume qui juste respire et existe et est un peu plus, humble et bienveillant. Évidemment, il est déjà un peu, saoulé, que Paul ait pris Clémence et il est en mode, «Mais pourquoi il la prend? Il croit qu'il va la manager comme ses enfants, ça a pas de sens, nani na Hem, il est déjà pas fan de son équipe et clairement, c'est le gars, il va foirer une épreuve sur 2, mais vraiment, i limite, ce sera de sa faute que son équipe perdra, mais il va toujours avoir une excuse. Ce sera les chaussures, ce sera la luxation du genou, il aura croisé un crabe, il aura toujours une bonne raison d'avoir perdu et il va nous faire un débrief à chaque fois de 10 minutes en interview pour nous expliquer pourquoi c'est pas vraiment de sa faute et il va toujours même trouver un ou une coupable, préférablement, qui sera en réalité le ou la vraie responsable de son échec à chaque épreuve. Je sens que ça va être ce profil-là. Il va nous filer de l'urticaire. Je pense pas qu'il ira extrêmement loin, mais je pense que bizarrement, lui, il va tomber sur une bonne poterie, quand, il va se faire éliminer parce que la prod pourrait difficilement se permettre de perdre un Ulrich trop tôt.
mais je pense pas non plus qu'il va aller très loin parce qu'il y a un moment donné où, bien qu'ils soient en forme physique et cetera, en forme physiquement, je pense que son équipe va le trouver un petit peu fauteur de troubles, au niveau du caractère et au niveau de la solidité, de la cohésion de l'équipe et ça va forcément être dangereux pour la cohésion de l'équipe. Par contre, pour nous, à regarder, ça va être, hilarant. Mais oui, lui, il va toujours avoir une bonne excuse pour se foirer. Ensuite, donc nous avons, si on remonte, sur l'ordre de diffusion des portraits, nous avons Jade. Jade, on l'a vue une fois pour nous dire: «Son défi, c'est de se montrer sans maquillage». Bon, c'est elle qui le dit, mais voilà, donc c'est ça son différenciateur, et elle a un fils et elle a des sœurs triplées et tout. Mais, je trouve un petit peu dommage, quoi. C'est là où je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces portraits, mais en même temps, ils ont pas trop le choix, où, vraiment tu as une phrase qui les définit parce qu'in fine, elle s'en sort quand même pas mal sur les épreuves et notamment sur la toute première épreuve, elle tient un bon moment, quoi. Donc elle a quand même du cardio et je la trouve intéressante. On a Cindy, pareil, Cindy, on l'a très peu vue. On sait juste que pareil, elle tient bien mentalement, elle est dure au mal et qu'elle, son différenciateur, c'est qu'elle est très girl power. Donc je pense que ça va être un profil intéressant aussi, parce que là, on sent plusieurs femmes qui restent, en vigilance sur le fait que les mecs sont en train de créer un boys club et là, le phénomène du boys club, il va être trop intéressant à analyser dans koh parce que c'est fou comme les mecs sont, en très bon en solidarité masculine sur koh c'est quand même très intéressant et c'est oui, c'est évocateur, de ce boys club qu'on voit dans la vie de tous les jours, qu'on voit dans le milieu de l'entreprise et cetera. Enfin, c'est un truc, très prégnant dans notre société et qui se voit particulièrement bien dans koh. Et c'est vrai que les meufs, on leur dit toujours: «Ah ouais, non, vous voulez faire une alliance de femmes, nanani nanana», alors que les mecs, très naturellement, font une alliance d'hommes et que ça n'est jamais problématique dans le regard des téléspectateurs. Bref, ensuite, nous avons Clarisse. Clarisse donc, bah, pour le coup qu'on voit beaucoup parce que comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, elle a gagné l'épreuve. Elle est la première capitaine. Elle choisit l'autre capitaine en la personne de Paul. Elle est la seule à savoir qu'il y a une neuvième poterie. Elle doit structurer son équipe, elle a 24 heures pour le faire. Clarisse, ce qui est assez intéressant, c'est que elle a quand même une forme, de grande sportivité, mais aussi une forme de naïveté. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand, à l'issue de la première épreuve individuelle, Denis lui demande: «Est-ce qu'elle se sent en gros leader?» Elle dit: «Oh, je sais pas» et c'est toujours le même profil de meuf qui gagne ses épreuves parce qu'elle a grave tenu, mais qui s'excuse toujours un petit peu d'être en position de leadership et elle dit: «Moi, je pense que je suis peut-être un peu trop jeune». Je sais pas si un mec de son même âge aurait dit ça. Par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu as Paul, donc qui est nommé capitaine. Il est le 3e à gagner, mais elle veut, Clarisse garder, le 2e pour le sélectionner dans son équipe, donc elle le nomme pas capitaine et Paul, bah, du coup, c'est intéressant aussi son profil, papa au foyer et cetera. Il dit lui-même aussi, «Je sais pas si je suis un capitaine, j'ai déjà beaucoup à manager avec mes enfants» et cetera. C'est intéressant comme c'est souvent, ouais, c'est souvent pas les leaders, comme je disais, nommés, et qui se auto-identifiés qui gagnent, enfin qui se retrouvent en posture de capitaine, au début des saisons. Clarisse, moi, je pense que ce qui va lui jouer des tours, c'est qu'elle, elle a une forme un peu de naïveté qui est un peu, qui est un peu dérangeante, enfin qui va un petit peu la piéger donc typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à fond enfin, elle trouve que Lyric est très sympa. Elle dit: «Bon, il nage pas très bien, c'est un peu dommage, mais il est sympa» et Daniel, bah, en fait, elle est à fond en mode: «Daniel, il est gentil, il a un bon état d'esprit, une bonne énergie». Ce qui est tout à fait vrai, mais en fait, Daniel, de l'autre côté, lui, il avait très envie d'être, dans l'équipe de Paul et surtout, oui, il est limite un peu en train de dire qu'il a pas forcément envie d'être avec Clarisse et de dire: «Oui, en gros, elle veut que j'intègre son équipe en premier parce qu'elle veut que je l'aide à choisir comment constituer l'équipe» et on sent qu'il y a un brin de seum quand il dit ça en mode, bah, elle est capitaine, elle voulait être capitaine, bah, qu'elle se débrouille. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, Clarisse, pour le coup, disait qu'elle avait un brin de naïveté dans son observation des gens. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de naïf au global, mais sur son analyse des autres. Et je trouve qu'elle a le meilleur réflexe de se dire: «Je vais m'entourer d'une personne et je vais la choisir en premier pour m'aider à choisir mes autres coéquipiers ou coéquipières». Et au contraire, je trouve qu'il y a pas meilleure forme de leadership que de savoir déléguer une tâche précise à un meilleur que soi. Donc en réalité, vraiment, en leadership de base, elle a une très bonne observation sur ce point, elle a un très bon réflexe, mais tu sens que lui, il est en mode: «Ben, tu es capitaine, bah, assume» et c'est tellement
intéressant ce regard-là. Parce qu'en réalité, en plus, lui, s'il était un peu smart, il pourrait se dire: «C'est une bonne opportunité». Bon, de toute façon, in fine, Clarisse le choisira. Mais c'est vrai que Clarisse, j'ai peur en fait qu'elle se retrouve, un peu en difficulté après donc moi je trouve que c'est un peu le profil qui pourrait se faire éliminer par son équipe, avant la réunification et cetera. Par contre, un point qui va la sauver, c'est cette, 9e poterie et puis je trouvais ça, très stylé aussi quand, Denis a présenté aussi son histoire familiale au-delà du portrait, bah, du fait qu'elle parlait de ses 2 mamans qui se sont rencontrées dans le contexte du handball, donc il y avait un peu ce côté elle a reçu une éducation à la sportivité, à la compétition saine et cetera. Donc c'était, très intéressant et c'est vrai qu'on a quand même un papa au foyer, une fille qui a 2 mamans et tout et j'aime bien comme c'est intégré naturellement dans le flow de l'histoire. Et justement en parlant de papa au foyer, on a Paul. Donc Paul, c'est l'autre capitaine. Paul, pour l'instant, on a une image, hyper, douce et cetera. Je sais pas s'il va pas se révéler un petit peu plus corrosif, on va voir. Je pense que ça restera un gentil, bon gars, papa au foyer. Je pense qu'il aura un leadership assez paternaliste, mais pas dans le sens, négatif qu'on pourrait avoir de prime abord, mais plutôt dans un côté où lui, il va essayer quand même de garder une bonne cohésion, un bon groupe et tout. Donc je pense que ce sera un profil, intéressant, mais lui, il sera un peu dans le boys club, je pense. Ensuite, on a Zakaria, donc qui est maître nageur, qui, et le deuxième à réussir à faire le feu après Daniel, quand, les rouges arrivent sur leur camp parce que du coup, ben, les jaunes gagnent l'épreuve d'immunité, donc ils ont le droit d'avoir Lille qui a déjà sa cabane, qui a déjà le feu et cetera. Et Zakaria, je sens que c'est un profil auquel on va beaucoup s'attacher. Je trouve qu'en plus, il était hyper émouvant quand il a réussi à faire le feu, qu'il était hyper fier de lui, qu'il disait qu'en gros, parfois, on pouvait avoir un peu une image de je vais utiliser un autre mot que ce qu'il a dit pour pas me faire cancel, mais de je m'en foutiste, et je trouve qu'il est hyper touchant quand même et qu'on va s'attacher à lui. Moi, je pense vraiment qu'on va s'attacher à lui. Il est maître nageur, il va pas mal briller aussi sur les épreuves aquatiques, et puis, je pense qu'il a un bon ressort humoristique. Il va nous faire des bonnes séquences. Déjà, le ronflement, c'est une bonne séquence, mais voilà. En parlant de ressort humoristique, on enchaîne sur Hugo. Donc Hugo, pour l'instant, son différenciateur, c'est qu'il a gagné le mondial de la moule. Donc voilà, je pense que limite, ils l'ont casté à moitié pour sa personnalité qui est, je pense, en vrai très prometteuse et à moitié pour ça. Vraiment avec ses chaussettes dépareillées, dont sa chaussette moule là, c'est bon, donc terminé. Je pense qu'il sera drôle, je sais pas à quel point il sera un personnage principal, mais il sera drôle en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, on a Daniel, Daniel qui est moniteur de wakeboard. Il y a pas mal de gens, très à l'aise avec l'eau, hein, quand même. Tu sens que voilà, il y a un profil cette année. Il a été champion du monde, multiple champion d'Europe, donc il y a un côté aussi, mental d'acier comme il le disait, compétition. C'est lui qui se qualifie de leader naturel, mais sans besoin de s'imposer et cetera. Bon, je trouve que déjà j'aime bien la proposition, elle est un petit peu moins, comme je disais tout à l'heure, tranchée que, certains mecs, de son âge qui arrivent et qui disent, «Je suis un leader parce que je sais diriger» et cetera. Sauf que, quand tu dois faire équipe avec la Gen Z, bah, autant être plutôt inspirant que dirigiste, sinon tu vas te faire tège au prochain conseil. Donc voilà, il arrive en disant que voilà, il a pas besoin de s'imposer. C'est lui qui fait le feu pour la toute première fois de l'aventure. Quand les 2 camps sont quand les 2 équipes ne sont pas encore splittées, c'est quand même, fou aussi. Tu sens qu'on est quand même à un niveau avancé de saison de koh parce qu'on a des profils de candidats qui arrivent à faire le feu au bout de 24 heures. C'est très sympa et c'est presque dommage à la fois parce qu'il y a plus la tension qu'il pouvait y avoir il y a quelques années autour du fait de faire le feu. Là, vraiment, on termine l'épisode 1, les 2 équipes ont du feu, quoi. Parce qu'ils s'entraînent tous dans leur jardin depuis 2017, donc bah, globalement, tout le monde a du feu. C'est très sympa, mais c'est vrai que ça a moins de magie. C'est moins excitant, quoi. Il y a plus cette attente autour du feu et cetera. Daniel, lui, je pense que pour l'instant, on a une image, très, bah, on a un peu, je trouve, eu l'image de Daniel par les yeux de Clarisse, qui le perçoit hyper positivement et cetera. Je pense que lui, il va être un peu dans le boys club et je pense qu'on va ouais, on va le trouver avec plus de relief. Donc pas forcément que des bons reliefs, je sais pas. On va voir. Ensuite, on a Lola, Lola donc qu'on a très peu vue. On sait qu'elle est somnambule, on sait qu'elle aime le sport, c'est son mode d'expression, qu'elle vit pour ses émotions. Bon, tu vois, c'est pas des différenciateurs, voilà, c'est comme les gens sur Tinder qui disent qu'ils aiment les voyages et le cinéma. C'est pas zinzin quoi pour t'identifier, et d'ailleurs on la voit très peu sur, le premier épisode. Le seul moment où on la voit, c'est que c'est la toute première fille qui est choisie
et donc notamment par, Paul et ses hommes, et qui disent voilà, puisque les hommes sont choisis en premier puis les filles, donc forcément de fait, du côté de Paul, il n'y avait que des hommes pour décider et c'est la fille qu'ils vont choisir en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une fille qui est jeune, qui est sportive, donc on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure sur le jeunisme et cetera, et c'est plutôt un profil assez timide. Alors eux, ils vont pas le dire comme ça, mais je pose ça là, je trouve ça intéressant que directement les mecs aient très envie de choisir une Lola. Ça n'a rien à voir avec Lola, je pense qu'elle va être très impressionnante. Je trouve qu'elle dégage en plus un truc hyper positif, je pense que c'est une meuf, très cool avec qui faire un bout de chemin et cetera. Mais je pense qu'ils l'ont tout de suite mis, vous savez, dans ce truc de la douceur et cetera, et en fait, je trouve que c'est quand même intéressant qu'ils soient tout de suite à se jeter sur une Lola et à prendre une Clémence en dernier. Je pose ça là. Ensuite, nous avons, Jonathan. Jonathan, il est un petit peu dans la DA de Nora, c'est-à-dire qu'il se persuade déjà un petit peu qu'il est moins fort physiquement. Donc c'est très intéressant parce que tu sens que, ils ont quand même ce truc, de se regarder les uns les autres physiquement et de se comparer par genre pour se dire en gros comment ils se classent et voir si du coup ça peut les porter loin ou au contraire leur être préjudiciable sur l'aventure. Et donc lui, ben, il a, c'est un peu ce truc où il se dit: «Au niveau du physique, ça va être un peu compliqué. Par contre, c'est un joueur de poker, c'est un analyste, c'est un stratégiste, c'est un stratège, pardon», et en fait, bah, il y a un petit peu ce côté où il dit dans son portrait, et je trouve que c'est assez déjà, visible sur le premier épisode, qu'il va être bon, il va être smart à des moments clés, moments charnières, et typiquement la première nuit, il va venir surveiller le feu et ça te positionne tout de suite comme quelqu'un de, fiable dans le groupe, donc il est assez smart. Je pense qu'il va un peu blesser assez loin de manière un peu sneaky, très intelligemment, en faisant les bonnes alliances, en étant, pas non plus premier décisionnaire pour pas être trop exposé parce que ceux qui se mettent tout de suite en mode leader d'opinion, ils se font striker la tronche avant la réunification. Il ne fait pas bon être, une grande gueule qui arrive en disant, être un leader né, pour, aller jusqu'à la réunification dans koh Jonathan, je pense qu'il peut se glisser un petit moment, un peu sous le radar et aller assez loin dans l'aventure. Ensuite, on a Guillaume. Alors Guillaume, pour l'instant, on l'a assez peu vu, si ce n'est que c'est un des premiers mecs choisis aussi, sur la compo des équipes, et que, bah, Guillaume, typiquement, il a un petit peu ce profil, du mec un peu parfait. Clarisse dit que c'est le gendre idéal. Ulrich dit qu'il est énervant tellement il a pas de défaut. C'est un bon gars, c'est un gars gentil qui fait plein de sport, qui voilà, montre aussi, une vraie capacité en équipe. Il a montré une grande humilité aussi. Tu vois, quand il est choisi parmi les premiers, il dit qu'il essaiera d'être, à la hauteur des attentes de ses coéquipiers. Clairement, on est sur un profil très gentil, très choupi, donc clairement, je pense que lui, il ira plutôt loin. Ensuite, on a Lionel. Lionel, je pense que ça va être un peu difficile pour lui. Déjà sur la première épreuve, il a eu des difficultés et même Clarisse, Clarisse, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les gens vont la trouver un petit peu naïve, un peu, comme ça, souriante et cetera, un peu à aimer tout le monde. J'ai bien aimé le passage où elle a dit: «Bah, dès lors que je le bandeau. Par contre, j'attends que tu sois au taquet», et elle est très dans les épreuves sportives, très vigilante au niveau d'implication des uns et des autres, et elle a pas trouvé Lionel à la hauteur, quoi. Concrètement, elle a dit: «Bah, vraiment, j'étais en train de l'escalader tellement il n'arrivait pas à avancer», et je pense que Lionel, ça va être un petit peu, ça va être, un peu compliqué pour lui, mais par contre, je l'ai trouvé hyper touchant, dans l'épisode, et puis, en fait, c'est drôle parce qu'après le montage, il est fait pour ça, mais tu avais un peu envie qu'il gagne parce que je le trouvais trop adorable, en mode, «Ma femme, mes filles, c'est le plus important», parlait beaucoup de sa famille, de son bonheur. Les gens qui parlent beaucoup de leur bonheur comme ça, c'est que c'est un bonheur qu'ils ont dû aller chercher, quoi. C'est pas un bonheur que la vie t'offre, par défaut, et je sais pas, je le trouve, hyper touchant. Je sais pas à quel point il va aller loin parce que clairement, bah, là, s'il était tombé dans une autre saison, sans la mécanique, des reliques du destin, il aurait été tège, à l'issue du premier épisode. Donc ma foi, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais justement, bah, en fait, il a une bonne étoile. Il est tombé sur la saison, où il a pu s'en sortir et cetera. Donc je trouve ça assez touchant, et bon, je pense qu'il peut avancer encore un petit peu. Déjà, il a un collier d'immunité. C'est intéressant aussi dans cette mécanique, c'est que le gagnant du duel réintègre le jeu, et aussi pour encore une fois avoir ce truc de,
OK, tu as gagné le duel et tu reviens dans l'aventure, mais tu vois, naturellement, ben, je pense que les équipes auraient voulu, retenter d'éliminer la personne en question et là, ce qui est très bien pensé, c'est que non, du coup, il a un collier d'immunité qu'il est par contre obligé de jouer à la prochaine épreuve. Collier d'immunité qui est cessible, donc en plus, il peut faire semblant de jouer son collier tout en le donnant à quelqu'un d'autre pour protéger des alliés ou inversement, faire courir le bruit qu'il va le donner à quelqu'un d'autre pour, in fine, le jouer lui-même. Donc très intéressante cette mécanique aussi, j'en ai pas parlé, tout à l'heure et du coup, bah, ça lui redonne un peu de pouvoir. On voit d'ailleurs dans le teaser du prochain épisode qui dit que en gros là, il a un petit peu de pouvoir, que là les gens vont devoir faire avec lui et tout. Donc c'est un profil intéressant, un peu comme Clarisse que les gens vont un petit peu prendre de haut, par naïveté en pensant qu'il est un peu candide et tout. Alors qu'en réalité, il en a quand même sous le pied et tu vois sur le duel, face à Françoise, il a montré une grande compatibilité tout comme Françoise d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça hyper beau, le fait qu'il lâche rien et je me dis même s'il sort, dans pas très longtemps, ben, bon là déjà avec son collier, il va au moins jusqu'au troisième épisode logiquement et encore, il faudrait que l'équipe rouge perde à chaque fois. Donc je pense que déjà il va un peu avancer et tu sens qu'il faisait ça pour sa femme et ses enfants et je trouve ça adorable et j'adore ce profil-là de candidat dans koh. Ensuite, nous avons Antonin qui est facteur, qui est fort en chasse sous-marine. Il vient faire koh, c'est un aboutissement pour lui et cetera. J'avoue qu'Antonin, on l'a très peu vu, donc j'ai pas trop d'avis sur lui et généralement, si on te montre pas trop un profil au montage du premier épisode, c'est que c'est pas forcément, quelqu'un qui sera sur les poteaux, mais je peux me tromper aussi et parfois, ils font le choix de mettre très en avant des profils, qui partent vite parce qu'il faut les rentabiliser au montage aussi. C'est dur de les rentabiliser, mais voilà. Mais pour l'instant, Antonin, franchement, j'ai vachement de mal à l'identifier, quoi. Ensuite, nous avons Caroline qui, je ne sais pas pourquoi et encore une fois, comme j'enregistre ça, sur, le 8 mars, ça m'a un peu, trigger, mais qui tient à dire qu'elle est sauveteur en mer, qu'elle est pisteur secouriste et je suis en mode vraiment n'hésite pas à vraiment utiliser le féminin, des adjectifs et des noms que tu utilises, heu et même en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle, elle se présente ainsi pendant son portrait et que voilà, la prod sur les inserts, ils écrivent bien sauveteuse en mer. Donc même la prod accorde, même quand le groupe TF1 accorde, enfin plutôt une prod affiliée au groupe TF1, hem, accorde, quelque chose avant toi en tant que femme, c'est quand même chaud, quoi et j'étais un peu en mode, ben, je comprends pas pourquoi elle n'accorde pas au féminin et c'est comme parfois des profils LinkedIn de femmes, que voilà, j'entends et je les trouve inspirantes et tout, puis d'un coup, je vais voir leur LinkedIn et je vois qu'elles écrivent qu'elles sont directeurs de la communication. Et elles vont t'expliquer que c'est parce qu'elles trouvent que c'est plus valorisant d'écrire directeur et tu es en mode: «Quoi?» et je ne sais pas. Après, en l'occurrence, pour Caroline, on n'en sait absolument rien. On veut pas lui enfin, je pense juste que enfin, je sais pas s'il y a un malheureusement à voir ou pas, mais qu'elle a intériorisé le fait qu'il fallait dire, les choses comme ça. Peut-être que c'est comme les avocats, je sais pas, qui disent pas avocate, je n'en sais rien. Mais voilà, elle dit qu'elle veut se prouver qu'elle est une femme forte et je suis en mode, bah, déjà n'hésite pas à utiliser, vraiment le féminin de ton emploi, quoi. Mais en tout cas, par contre, j'ai très envie de la voir, évoluer et je trouve ça beau aussi les femmes, les hommes qui rejoignent koh en se disant qu'ils veulent un peu se prouver quelque chose. Je trouve ça hyper touchant. Ensuite, on a Cynthia qui est donc entrepreneuse, vous savez celle qui fait les repas pour les personnes âgées. Elle dit qu'elle a une très bonne intuition, que koh c'est pour sortir de sa zone de confort et cetera. Donc un peu comme Caroline, tu sens que koh c'est aussi un cadeau qu'elle se fait pour se donner encore plus de confiance et je trouve ça hyper inspirant, j'aime beaucoup. Et je pense qu'en plus ça va être, une meuf, très smart sur, son observation des différentes mécaniques, dynamiques entre les clans et cetera, les alliances. Le fait qu'il laisse au montage son côté intuition, intuitif et cetera, je pense que c'est parce que ça va lui être utile et qu'on va le voir, être révélé, sur la suite, des épisodes. Ensuite, donc on a Françoise qui est notre première éliminée. Donc malheureusement, Françoise, qui incarne un truc quand même de meuf, avec beaucoup d'aplomb dans sa vie professionnelle, dans sa carrière et cetera. Mais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, bah, au moment de la constitution des équipes, elle est quand même un petit peu piquée parce qu'elle est parmi les dernières sélectionnées avec Nora et avec, Clémence et a fortiori juste avec Nora et donc elle dit, voilà qu'elle a essayé de cacher un petit peu son caractère, qu'elle a voulu s'adoucir, pour pas tout de suite s'auto-disqualifier par, une trop forte personnalité.
Tu n'entendras jamais un homme dire ça dans koh mais jamais, hein. Jamais, 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 jamais et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une femme un petit peu plus âgée et que comme Nora, elle a un peu intériorisé des leviers de disqualification dans un groupe et que là où Nora a intériorisé que l'âge pouvait être un vecteur, voilà, d'exclusion, elle pense que, par exemple, sa forte personnalité, son franc-parler et cetera et je trouve qu'on le ressent beaucoup plus dans son portrait effectivement que sur l'île où, bah, de fait, comme elle s'était un petit peu cachée, c'est beaucoup moins perceptible. Hem et ben, en fait, c'est dur de se dire que, voilà, elle s'est auto-éliminée un peu par rapport à ça et que, ben, elle finit par être la dernière choisie. Bon, finalement, s'il y avait pas eu la mécanique, des Antres du destin, elle n'aurait pas perdu. Néanmoins, c'est encore une fois très triste de voir que les meufs essayent tout le temps de changer leur âge ou leur personnalité pour mieux s'intégrer et que les meufs, quoi et vraiment, c'est quelque chose qui se voit dans koh ça me tend de ouf. Donc bref. Ensuite, nous avons Johan, militaire, on en apprend assez peu pour lui, on le voit un petit peu par moment et cetera. Il se débrouille très, très bien sur la première épreuve, mais par contre, c'est vrai que par la suite, on va le voir un petit peu, mais je trouve qu'il sera pas très marquant dans les séquences où on va le voir apparaître. Donc à voir par la suite. Et pour terminer, nous avons Karine. Karine, on découvre son portrait vraiment en dernier. On la voit très peu. Elle, c'est, le défi de ses 50 ans, c'est de participer à koh Je trouve ça hyper stylé et par contre, Karine, le moment où on la voit, c'est justement, elle est dans l'équipe rouge. C'est quand elle dit, en gros, à Françoise qu'il faut se méfier et qu'elle a peur que les mecs se la jouent entre mecs. Alors, finalement, bonne surprise, enfin, c'est pas notre lune, mais les mecs choisissent plutôt de enfin les mecs et les meufs, hein, puisque Lionel, voilà, se retrouve avec 9 voix contre lui. Donc décide de plutôt cibler Lionel. Mais je pense que Karine a une bonne intuition pour la suite et qu'il va y avoir un vrai boys club qui va s'installer, chez les rouges et justement, si on clôture sur ce point avec la constitution d'équipe, ce qui est za très intéressant, c'est que Clarisse est censée être la leader donc des rouges, des Laoï et pour autant, dès qu'ils arrivent sur l'île, Daniel prend le lead et commence à organiser les tâches de l'équipe, split un peu l'équipe rouge en 3 teams avec la partie camp, la partie eau, la partie feu et cetera et tu sens que Clarisse se fait un peu court-circuiter et d'ailleurs, ce sont plutôt les meufs qui font cette observation et qui disent: «Mais Clarisse aurait été tout à fait capable de dire aux gens de s'organiser». Elle leur a d'ailleurs dit avec, tout autant de d'intelligence et peut-être un petit peu moins de dirigisme et en fait, c'est très intéressant de voir que Daniel essaye vraiment quand même très vite de court-circuiter, Clarisse et je pense que effectivement, va y avoir un petit côté où les mecs, vont un peu, s'imposer, s'installer. Mais en même temps, je pense que les meufs auront de la trempe, du côté de l'équipe, rouge et je pense que l'évolution de l'équipe rouge va être intéressante. Chez les jaunes, pour l'instant, ils gagnent, mais dès qu'ils vont perdre leur première épreuve, la cohésion va s'effondrer. Parce qu'à partir du moment où tu as Ulrich dans le lot et en face à face, en featuring avec Clémence, qui va, ne pas supporter le moindre échec de son équipe et qui va nous faire des grosses séquences, je pense qu'eux, ils vont vraiment tout envoyer valdinguer, à la première épreuve perdue, même si c'est une épreuve de confort et que juste ils ont perdu, un steak frites, quoi. Ça va tout de suite partir en cacahuète, mais évidemment, on va se régaler. Évidemment, on est là pour cette séquence, évidemment, on réagira à ça. Justement, en se parlant de React, on va terminer avec notre troisième et dernière séquence. On va réagir, eh bien, à la toute première élimination de cet épisode 1. Donc on va se parler des 2 épreuves, du conseil, du duel, évidemment, du départ de Françoise, notre première éliminée de koh 2026. C'est parti. Alors, au niveau des 2 épreuves, de cet épisode, donc en première épreuve qui était pas véritablement pour ce premier épisode et c'est tout à fait normal, une épreuve de confort, mais qui était plutôt l'épreuve introductive qui permet de ensuite venir, et bien lancer la constitution des équipes et la nomination aussi des capitaines. Donc on a démarré avec cette première épreuve, de nuit. C'est aussi, voilà une nouvelle proposition, c'est que donc l'épisode prend place vraiment d'abord en préambule au conseil, en leur expliquant que cette saison démarre au conseil parce que c'est vraiment autour des conseils et de cet antre du destin que va un petit peu se jouer, bah, toute la dynamique de la saison et en plus je trouve ça hyper excitant, qu'ils leur annoncent une fois sur place quelle va être la saison dans laquelle ils vont, bien, prendre place. Je trouve ça hyper excitant de leur dire, une fois qu'ils sont, vraiment ça y est lancés dans l'aventure: «Vous allez participer à koh les relais du destin». Mais en fait, quand tu as rêvé de faire koh depuis 8 ans, 10 ans, que sais-je, tu dois avoir les frissons
Déjà, quand tu vois Denis Brogniart à côté de ces flammes-là et puis quand en plus il te dit ça, mais c'est hyper intense et donc ensuite, on enchaîne directement avec l'épreuve de nuit. Je trouve que c'est très bien pensé du coup en termes de narration. Je pense que ça rajoute aussi un petit défi, une petite difficulté, et donc en fait, ils sont tous, bah, autour de leur tronçon d'arbre là, tronçon de bois, heu et ils doivent, tenir, sans lâcher leurs pieds, leurs mains, et c'est très long. À la fin, on n'en a plus que 6 et c'est intéressant, Denis verbalise le fait qu'on est à parité, on a 3 meufs, 3 mecs. Hem et par contre, ça me fait tellement mal pour eux. Comme je vous disais en story Insta, moi, de les regarder sur certaines épreuves, ça me fout des douleurs aux articulations et là, typiquement, j'avais l'impression de me tordre avec eux donc j'étais vraiment en mode: «Par contre, il faut que ça se termine parce que je commence à avoir mal, aux coudes et aux aisselles alors que littéralement je suis dans mon canapé donc il faut maintenant arrêter cette aventure». 1re épreuve très sympa, très claire à comprendre, très facile, très visuelle, très bien aussi pour pouvoir nous installer des premiers portraits. C'est bien pensé, c'est très carré. J'ai beaucoup aimé la proposition. C'est très simple, il y a rien de voilà, c'est pas parmi les épreuves de Koh-Lanta avec le plus de mécanique et le plus d'effets visuels et le plus d'épreuves et cetera, mais très compréhensible, donc très bien trouvé et puis je trouve qu'il y a une symbolique hyper intéressante de leur toute première épreuve, c'est autour de ces tronçons-là et puis, bah, comme chaque année évidemment, leur toute dernière épreuve, ce sera les poteaux et je trouve qu'il y a un espèce d'effet miroir qui est hyper intéressant entre les 2 épreuves, donc j'ai bien aimé. Clarisse l'emporte. Honnêtement, elle montre déjà une grande sportivité, mais ça, on en a déjà un petit peu parlé. Et donc ensuite, on a les fameuses 24 heures où tout le monde se jauge et se juge et pour terminer, eh bien, les 2 capitaines splitent les équipes juste avant la toute première épreuve d'immunité. Ça aussi, je trouve ça extrêmement bien écrit. C'est une autre proposition, c'est une autre idée. C'est évidemment de les faire, tout de suite, bah, se répartir en équipe et de les lancer la minute d'après dans une épreuve en coop, quoi, une épreuve, en coopération. Ça, je trouve que c'est hyper smart parce qu'en réalité, ça va forcément les challenger dans le sens où ils doivent faire équipe pour la première fois. Ils ont même pas partagé une nuit ensemble, même pas une conversation. Ils ont même pas consolidé un camp ensemble et ils doivent déjà être, à l'unisson et je trouve que c'est, pour le coup, c'est hyper bien trouvé. Après l'épreuve en soi, c'est donc l'épreuve du bélier. Ils ont un bélier, ils doivent passer, 5 épreuves, ils doivent percer, des murs, et cetera. J'ai eu de la peine aussi pour tous les gens qui travaillent sur les décors. Je me suis dit: «Ils ont passé un temps fou à mettre ces trucs de bois, à les peindre et cetera pour qu'ils les défoncent en 2 temps 3 mouvements et qu'à peine tu vois à la caméra, le oui le l'épreuve, enfin le oui le j'ai plus le mot là, mais qu'on ne voit même pas à la caméra, en fait, typiquement l'épreuve qui apparaît à ce moment-là et juste, en fait, tout est pété, tout est cassé et cetera. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils doivent parfois passer le bélier à l'intérieur, d'un habitacle et cetera et eux sont à l'extérieur. Ils doivent le porter, enfin, j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé que les 2 épreuves étaient intéressantes. La deuxième m'a paru un poil plus long, mais parce qu'on arrive au moment creux pour moi de l'épisode en termes d'attention où c'est un petit peu longuet. J'ai toujours un peu plus de mal à regarder l'épreuve d'immunité, je me déconcentre toujours un petit peu. Et puis donc on arrive au moment, des discussions, donc là, l'équipe rouge perd. Ensuite, on arrive au moment des discussions pour savoir, qui va être potentiellement en danger. Alors, on est toujours sur la même mécanique de montage où le montage nous fait quand même comprendre qui sont les 2 profils qui sont prétendument les plus en danger. Donc, bah, prétendument, au sens où des fois, c'est le montage, des fois, c'est vrai. Là, en l'occurrence, bah, en fait, on peut pas dire que Lionel est le seul en danger, sinon tout tout le storytelling s'effondre. Donc on met aussi Françoise et en réalité, Lionel lui a voté contre Françoise, donc c'est pas complètement faux et ensuite, on a un peu le montage à la koh moi, qui m'a tout de suite fait réaliser que Lionel allait récolter le plus de suffrages contre lui. C'est qu'on a un peu ce truc où on voit, que d'un coup, d'un seul, Lionel était probablement celui, vers lequel tous les suffrages allaient converger, et donc potentiellement celui qui allait partir. Néanmoins, d'un coup, d'un seul, on voit que Lionel, a un relent de vie et de participation, sur le camp et donc tu vois, certains mecs, commencer à dire, «Bah, en réalité, on se pose la question parce que c'est vrai que Lionel, potentiellement, on n'a pas encore vu justement son potentiel et qu'il va se révéler, qu'il est intéressant aussi».
Bon, bah, tu sais très bien quand ils font une séquence qui te donne l'impression que c'est Françoise qui va partir, qu'en réalité, c'est Lionel qui va récolter le plus de voix. Ils font toujours un espèce de montage inversé. Dans koh ils ont toujours fait ça et en fait, le problème, c'est que maintenant, on le sait tellement que ça te donne aussi un indice sur qui va partir. On va voir si ça se confirme sur les prochains épisodes, mais moi, je à chaque épisode de koh que je regarde, je sens qu'ils font ce montage préalable, au conseil où en fait, ils te font croire que la personne A va partir et ça veut forcément dire que c'est la personne B qui va partir in fine. En fait, ils isolent vraiment une phrase d'une interview qui participe un peu à cette théorie de c'est la personne A qui va partir et en fait, ils te filent un peu toute la narration autour de ça alors que clairement la personne B va partir. Et puis donc on arrive au conseil, Denis avec le vis et le tournevis qui pose les questions qui fâchent, mais vraiment avec en plus un aplomb et une narration et une expression. L'art oratoire de Denis Brognard, il faudrait qu'on en parle dans un livre parce que je trouve qu'il a un talent avec les mots qui est assez impressionnant. Peut-être qu'ils refont des séquences et que des fois, il mange un mot, hein, mais ma foi, il s'exprime divinement bien. Il a toujours un champ lexical qui m'impressionne. Tu vois, genre lui, il dit pas, des trucs pour prendre feu, il dit des combustibles et c'est le bon mot, c'est pas non plus un mot, si recherché. Mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression que chaque phrase qu'il prononce sont écrites, par, Jules Verne, quoi et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, moi j'adore. C'est un des points qui me plaît le plus dans l'incarnation, dans l'animation de Denis Brognard. Donc bref, il arrive au camp et avec, enfin on arrive, donc sur le feu de camp et avec ces bons mots, n'empêche, il met les pieds dans le plat et il demande à Françoise, comment elle se sent. Il dirige aussi les questions vers Lionel en lui disant que, voilà, il semble qu'il ait un petit peu peur de pas s'être bien intégré. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il pense que ce soir ça va le mettre en danger? Je me dis que par contre des fois les questions de Denis, ça pourrait limite influencer aussi les candidats parce que, en réalité, bah, selon, bah, déjà la question, elle vient remettre l'idée en tête des autres candidats et puis, bah, selon la capacité de réponse du candidat en face, ici en l'occurrence Lionel, ça peut potentiellement le mettre en danger. Donc il y a aussi ce côté où sur le moment, du conseil, il faut pas bégayer, il faut être très carré dans ta façon de t'exprimer et il faut, pas trop en révéler parce que, sinon tu peux vite te mettre en danger. Bon ensuite tout le monde va voter, on découvre que vraiment Lionel, tout le monde a voté contre lui et que, bah, il y a un seul vote contre Françoise, on se doute bien que c'est lui qui l'a fait. Bon après c'était de bonne guerre, tu vois? Les enfin il fallait aussi, trouver l'autre personne, voilà, contre laquelle il pouvait, orienter les voix. Il va, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ordre du destin, il pioche la poterie numéro 4 pour les 4 membres de sa famille. C'est un duel de riposte. Il choisit Françoise et en disant que c'est en cohérence avec son vote, oui et en cohérence avec le fait qu'il pense que c'est la personne qui aura le plus de facilité à battre et encore une fois, bah, en fait, c'est le bon choix, stratégiquement, je pense. Et puis donc là, ils font leur duel. Alors j'avoue que le duel, au début, j'avais un peu de mal à comprendre. C'est vrai que en fait, ce qui est hyper beau, c'est la qualité des épreuves sur koh le travail qui est fait en termes de conceptualisation, le fait qu'on soit toujours dans le respect de l'univers koh qu'il y a pas d'anachronisme, qu'il y a pas d'épreuve, qui ait l'air trop moderne et cetera. Et en même temps, des fois, tu sais qu'en plus, aux candidats, ils leur réexpliquent les épreuves et cetera avant de les lancer. C'est vrai que du fois des parfois la caméra, tu as limite l'impression que tu as pas compris l'épreuve, quoi. Et là, c'est vrai que sur la fin, en fait, j'ai compris avec un peu de temps, mais au début, j'ai pas trop compris, que le truc, qu'en fait, ils devaient construire une flamme et une flamme si haute qu'elle allait finir par brûler la corde à laquelle était rattachée la noix de coco et que dès que la noix de coco se détachait, tombait à terre, alors l'épreuve était gagnée. Donc voilà, finalement, il y a un peu de suspense. En tout cas, le montage nous laisse croire à un suspense, où, bah, les 2 Lionel et Françoise, s'en sortent bien, mais tour à tour, il y en a un qui a une difficulté et cetera. Finalement, Lionel l'emporte. Encore une fois, personnage très attachant et Bichon, en fait, il dit, avant même de crier sa joie ou d'extérioriser une once de soulagement, son premier regard va vers Françoise et il lui dit: «Désolé». Vraiment, il s'excuse d'être là, le pauvre. Il s'excuse de respirer, donc je pense que pour lui, ça va être un petit peu compliqué et en même temps, c'est tellement beau les gens comme ça que je lui souhaite d'aller loin, mais sur koh ça peut être difficile, quoi. Je pense qu'une fois qu'il aura, exhumé son collier, ça va être un peu plus compliqué d'avancer, quoi et bah, Françoise l'envoie un petit peu balader, mais après c'est normal parce qu'elle, elle se dit, «Bah, de base, j'avais mené ma barque pour faire en sorte, de faire converger les bottes, vers, Lionel et finalement avec, ces poteries à la noix là, c'est moi qui me retrouve, à perdre».
et en même temps, elle est pas non plus si mauvaise joueuse. Enfin, tu vois, elle n'est même pas mauvaise joueuse parce qu'elle dit directement: «J'aurais dû être meilleure». Tu sens que c'est une meuf qui a quand même un mindset et cetera. Bah, juste elle esquisse un moment d'un peu de déception et elle a pas envie d'être là pour, ramasser les pleurs de son adversaire qui l'a emporté. J'entends bien. Donc, il y a rien de choquant non plus à sa réaction, mais voilà. Il est vrai que ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que Lionel, il se fait toujours passer en dernier, quoi. Même sa victoire, il en est désolé. C'est quand même assez intriguant, mais j'ai un petit peu peur pour lui que, en ayant fait ça devant les autres, ça montre aussi cette, ouais, c'est en fait, c'est pas une faiblesse, c'est une forme d'empathie, c'est une forme d'être vraiment tourné vers les autres avant soi-même, mais je vais voir d'ailleurs si dans l'épisode 2, les autres commentent un peu cet ordre des choses-là, où il s'est excusé avant de célébrer sa victoire. Mais, avec les profils qu'il y a dans l'équipe, rouge, pour certains, je pense que c'est un peu un révélateur qui va faire que Lionel sera toujours en danger. Bref, du coup, Françoise, bah, va quitter, l'aventure et alors là, en plus, Denis, il est hyper bizarre. Enfin, il pose une question qui, je trouve, pour le coup, est méga déplacée. Je veux bien qu'il ait le vice et le tournevis, mais là, je trouvais que c'était un petit peu too much. C'est qu'il se tourne vers Françoise et qu'il lui dit, «Est-ce que vous avez une pensée pour vos 2 enfants? Qu'est-ce que vous voulez leur prouver?» Parce qu'il sait, en gros, qu'elle voulait aller le plus loin possible et en tout cas pas partir en première pour que ses enfants soient fiers d'elle et à chaque fois, bah, en fait, ce qui crève le cœur, c'est que quand, le premier éliminé s'exprime, c'est toujours pour dire, bah, qu'il ou elle est très déçu, parce que, bah, ça va décevoir ses proches et cetera et en même temps, je me dis toujours: «En vrai, il faut le faire pour soi et faut déjà, encore une fois, être fier d'avoir été sélectionné parmi les 20 aventuriers, d'être allé au bout de l'aventure» et en l'occurrence, en plus, Françoise, elle a vraiment, joué de malchance au conseil parce qu'elle était pas, censée sortir et puis après elle c'est pas comme si, tu vois, Lionel l'avait battue à plate couture. Elle a vraiment bien géré son épreuve aussi. Lionel a été meilleure, mais elle a pas été non plus, mauvaise, mais enfin la frustration, elle l'aura à vie, c'est tout à fait compréhensible, tu vois? Néanmoins, elle aura vécu son koh elle aura vécu, bah, une première re voilà, un 1 épisode, j'allais dire, bon, il le dit pas comme ça, mais 3 premiers jours, son premier feu de camp et je trouve ça déjà extraordinaire et je suis certaine que ses proches sont méga fiers d'elle et moi, je trouve ça hyper inspirant justement de te dire, «Allez, j'y vais. J'y vais, je vais sur koh j'en ai rien à foutre de mon âge et cetera, je me bats et cetera». Mais ce qui m'attriste pour Françoise, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je faisais un petit peu le débrief du casting, c'est de me dire qu'elle s'est un peu auto-censurée sur sa, personnalité et que si elle avait été, plus asservie comme elle l'est dans la vie, même si c'est aussi OK de l'être moins, mais en l'occurrence, elle a joué une personnalité qui ne semble pas être celle qu'elle ressent vraiment et en fait, c'est un peu dommage parce que peut-être qu'en montrant, un peu plus son vrai visage, mais c'est dans un sens positif, elle aurait eu l'air plus affirmée et peut-être que Lionel aurait eu plus peur d'elle et ne l'aurait pas choisie pour le duel. Et ça, c'est peut-être une question qu'elle s'est posée, tu vois? Et en tout cas, j'ai trouvé intéressant, qu'elle l'ait verbalisé un peu plus tôt et je trouve que c'est bien la preuve que, voilà, faut essayer de pas, s'auto-censurer sur sa personnalité. Mais encore une fois, une femme, plutôt d'une génération quarantaine, cinquantaine, qui se sent obligée de jouer un rôle et ça lui fait défaut et ça la fait peut-être potentiellement aussi parmi d'autres éléments, d'autres paramètres, ça fait peut-être sortir en premier. C'est quand même, heu, symbolique. Enfin, moi, j'en fais une observation, en tout cas. Mais bref, donc j'ai hâte aussi des prochains épisodes. J'ai hâte de voir, la suite de l'aventure pour Lionel. J'ai hâte de voir un peu comment les gens vont le considérer parce que quand bien même, effectivement, il a eu ce move d'être désolé avant de fêter, sa victoire et en même temps, ça s'appelle aussi avoir les codes sociaux, quoi. Dans tous les cas, tu peux aussi être décent vis-à-vis de la personne, qui a perdu et qui se retrouve éliminée alors que de base ça devait être toi. Hem Bah, en fait, j'ai hâte aussi de voir comment il va gérer le fait d'avoir ce fameux collier d'immunité, potentiellement qui est, cessible. Donc peut-être aussi qu'il va avoir, plein de nouveaux amis parce que, bah, Denis a bien explicité que c'était cessible et en même temps, il faut bien consolider une stratégie parce qu'il faudrait pas qu'il moi, Lionel, ce qui me fait peur, c'est qu'il file le collier à quelqu'un d'autre en pensant faire une super stratégie et cetera et qu'il fasse confiance à une mauvaise personne, que la personne, bah, se retrouve à faire semblant d'être alliée de Lionel pour récupérer son collier et qu'en réalité, elle aille cafeter aux autres que en fait, Lionel ne va pas jouer son collier et lui refiler et que, Lionel se fasse, striker et j'ai peine à croire que s'il va une deuxième fois, dans l'antre du destin prochainement, hasard de dingue, il retombe sur un duel de riposte ou un switch d'équipe. Parce qu'encore une fois, il y a aussi 3 poteries qui sont vides. Encore une fois, je pense que sur l'épisode 2, on tombera sur une poterie vide parce que le but de l'épisode 1, c'était d'installer la mécanique et de nous mettre une première poterie intéressante qui crée de la tension sur l'épisode, mais que, la prochaine fois, faut aussi,
avancer un petit peu et faire, gagner du temps sur le suspense, c'est qu'on va pas garder les poteries vides pour les épisodes proches de la réunification parce que ça n'aurait pas d'intérêt et clairement, je pense que la prod va utiliser, le seul switch qui est disponible parmi les 8 poteries, sur un profil autre que Lionel, où ça va particulièrement les intéresser en termes de narration, de faire basculer la personne dans l'autre équipe. Ça peut être par exemple, ouais, un profil à la Daniel ou que sais-je, heu, qui, voilà, qui pourrait en fait avoir des alliances des 2 côtés, ça pourrait être déjà je pense que c'est une poterie qu'on verra plutôt vers la fin, un peu avant la réunification, parce qu'en fait, c'est ça qui va aussi mettre un peu le Blitz parce qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui aura été rouge et qui aura été jaune et de fait, ça va être un peu plus intéressant à à vivre en termes, moi, en termes de narration et il y a un autre point aussi d'ailleurs que je me suis, enfin, auquel j'ai pensé, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, les rouges, ils savent qu'il y a une des 8 poteries, qui a été piochée, donc à savoir qui a été cassée même, à savoir la poterie, l'une des 2 poteries des duels de riposte. Mais en fait, les jaunes ne sauront pas quelles sont les poteries restantes. Donc sauf si je me trompe, et sauf si Denis leur révèle. Mais je trouve que ce serait plus intéressant de ne pas leur révéler parce que ça aussi, ça va créer de la tension. Parce que rappelons-le, principalement, ce sont ces duels de riposte qui créent la vulnérabilité. Parce qu'en fait, il y a que sur les deux poteries de duel de riposte que tu as un risque, même si tu es bien assis et pas en danger par les votes, de te retrouver au dernier moment, et ben, en difficulté et de te retrouver à être nommé en duel avec la personne que tu pensais voir partir. Et donc, bah, il y a ces duels de riposte, c'est vraiment ces 2 poteries qui créent cette tension autour du fait que tout le monde est en danger au conseil dans cette saison, y compris les grands, rois et reines des alliances qui auront, bien stratégisé le conseil en amont. Ils peuvent à tout moment se retrouver dans une situation qui se retourne contre eux et donc là, on a quand même grillé un des 2 duels de riposte, donc bah, ça enlève quand même un petit stress et je trouve que ce serait dommage, le vice, d'enlever ce stress à l'autre équipe, d'enlever ce stress aux jaunes et même les rouges, tu vois, s'ils apprennent que dans quelques semaines, l'autre duel de riposte a été pris, en fait, il y aura plus cette tension et il y aura plus cette peur que ça se retourne et donc ce côté où on peut te faire un duel de riposte, on peut riposter, c'est hyper intéressant pour ce que ça va créer, encore une fois, en termes de stratégie, de contre-stratégie, de relations, de stratégie sociale et cetera. Donc j'espère qu'ils vont pas leur révéler et que du coup, il va y avoir toujours ce mystère de quelle poterie reste-t-il dans cet antre? Ça, c'est hyper intéressant et alors la question que je me pose aussi, c'est la neuvième poterie dont, Clémence, non pardon, Clarisse, j'arrête pas de mixer leurs prénoms. Donc Clarisse a connaissance. Est-ce que quelqu'un d'autre la trouverait sans faire exprès, hasard de dingue? Vraie question aussi, je ne sais pas. Hem, un peu comme les colliers d'immunité qui tombent du ciel, quand la prod, filme un candidat, qui est très intéressant au montage, mais qui est très détesté sur son camp et tout à coup un collier tombe d'un palier, tu vois? Comme si c'était pour que la personne reste, encore quelques épisodes histoire de, nourrir un petit peu la narration de la saison. Peut-être que ça peut arriver aussi. On va voir, je sais pas, parce que c'est bien caché et normalement tu rentres dans l'antre du destin et tu dois choisir parmi les 7 poteries restantes à partir de maintenant. Mais est-ce que quelqu'un pourrait glisser et tomber nez à nez avec la neuvième poterie cachée? Je me rends plus très compte de là où elle est disposée et de à quel point on peut visualiser le fait qu'il y aurait une poterie en plus. I don't know, mais ça va être intéressant et ça pourrait être l'ultime plot twist absolu. Mais dans ce cas-là, ce serait vraiment dommage pour Clarisse. Ou alors, le pire beans, ah non! Ou alors Clarisse, elle pourrait aussi révéler qu'il y a la neuvième poterie, plutôt vers la réunification, plutôt vers la fin, quand ils auront l'impression qu'il y aura plus tant de poteries pour les sauver, que par exemple le peut-être le deuxième duel de riposte sera tombé, peut-être le switch aussi, qu'en gros il resterait que, des poteries vides ou des colliers d'immunité à distribuer. Mais donc là, le collier d'immunité à distribuer, il permet quand même de rebattre les cartes parce que c'est intéressant dans le sens où tu pars, mais tu laisses derrière toi une chance à tes alliés, peut-être en minorité, de s'en sortir et de réinverser la vapeur. Mais l'ultime poterie, la neuvième poterie là, cachée, ça peut peut-être beaucoup plus inverser la vapeur. Peut-être que du coup Clarisse va la révéler. Donc on verra. En tout cas, on s'en reparlera dans le tout prochain épisode de Chichi Atlanta, puisqu'on se retrouve dès lundi prochain pour se débriefer le deuxième épisode de Koh Lanta 2026 aka
koh les reliques du destin, saison très prometteuse. Déjà beaucoup d'interactions qu'on a creusées aujourd'hui, qu'on va continuer de creuser, notamment sur les dynamiques hommes-femmes. Vous savez que c'est ma passion dans ce podcast. Hâte d'avoir aussi vos ressentis sur cette, sur le 1er épisode de koh 2026. Est-ce que vous êtes déjà embarqués dans la saison? Est-ce que vous n'avez pas encore complètement pris le train, de cette saison Les Reliques du Destin? Trop de savoir, discutez-en en commentaire. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous aimez le podcast, ça change tout et de le partager à une ou 2 ou 3 ou 1000 personnes autour de vous qui regardent koh et qui a peut-être même regardé les émissions que j'ai précédemment, commentées. Ça aide énormément, c'est parmi les leviers qui aident le plus le podcast à gagner en visibilité semaine après semaine. Déjà, merci beaucoup, de plus en plus d'étoiles sur les apps. Ça aide à donner confiance à l'algorithme et à faire connaître Chit Chat et à faire en sorte que je continue semaine après semaine et saison après saison. Donc merci à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Chit Chat Lanta et on est parti pour, je pense, 3-4 mois de pétage de câble sur koh 2026 et c'est la vie qu'on mérite. Salut, salut!